Bonsoir mes chers amis, bonsoir et bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui je suis avec Grégory Rouze. Salut Grégory. Salut Daniel, merci de me recevoir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. C'est la première fois qu'on se rencontre en fait. En vrai. En vrai, c'est vrai, on s'est souvent parlé, on a fait des échanges en vidéo, etc. Je le suis depuis un bon moment, mais c'est la première fois qu'on se voit. L'avantage de se retrouver sur la capitale, voilà, les grands esprits se rencontrent. Si pouvoir partager aussi un bon verre de vin, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Je dois dire qu'en France, il y a des choses qui vont pas, mais au niveau pinard, ça va. On est toujours dans l'excellence. Alors, je vais vous présenter Grégory tout au long de cette émission, pour ceux qui ne le connaissent pas. Grégory, tu es créateur de contenu sur Internet, tu fais des entretiens, tu présentes des personnes, tu présentes des livres, les livres que tu écris, tu es également écrivain. C'est ça, je dirais, un peu ta botte secrète, c'est que tu as cette double casquette. À la fois, tu es animateur d'émissions, tu as ta propre chaîne sur YouTube, et en même temps, tu écris de la fiction. Tu aimes à te définir d'ailleurs plutôt comme un artiste plutôt. Ouais, en fait, ma démarche, c'est vraiment, de toute façon, je prends tous les médias, tous les supports possibles pour diffuser une idéologie qui, je pense, est une idéologie qui, dans une grande sphère, est la même que la tienne. Enfin, on est vraiment dans une sphère globale. Et je reçois dans mon émission des gens qui vont de toi, par exemple, à Ménard, oui, c'est vrai. avec un sacré grand écart. Parce que je fais le constat, donc c'est à ma petite échelle, mais je fais le constat effectivement que dans notre camp idéologique, beaucoup se divisent sur des points, se cristallisant sur des points sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, plutôt que de voir quelles sont les choses qui nous relient, sur lesquelles on est vraiment d'accord. Et c'est ce qui manque à droite, très clairement, ce que ne fait pas la gauche, où ils arrivent à mettre de côté leurs dissensions, et ce que nous on a du mal à faire. Il y a une gauche plurielle, il n'y a pas une droite plurielle. Tout à fait, d'une part, et d'autre part, on se diabolise mutuellement l'un l'autre. Et ce que dit d'ailleurs Le Gallou très très finement dans son bouquin, dont je n'ai plus le nom en tête, mais il dit très bien, mais ne pas diaboliser quelqu'un qui est peut-être plus radical que soi, parce que c'est lâche déjà, du moins c'est faible, et c'est assez peu constructif. C'est-à-dire que c'est rentrer dans le jeu de la dédiabolisation ou inversement de la diabolisation, ça dépend de la manière dont on voit les choses. Mais voilà, c'est vouloir se dédiaboliser en disant non, attendez-moi, non, c'est pas pour moi, etc. Du coup, je trouve que c'est très mauvais. Surtout qu'un jour, ça peut être toi, en fait, la personne qui est diabolisée par le système. D'une part, et d'autre part, on est tous plus radical qu'un autre ou plus mou qu'un autre. Donc voilà, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on a tous une parole qui est plus ou moins là. On a des fondamentaux. On en parlera tout à l'heure, mais on a des fondamentaux. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et dans mon émission, qui n'est pas encore, ma chaîne est encore assez récente, j'essaie justement d'axer là-dessus et surtout de laisser aux gens le temps de parler, de s'exprimer. Sur les gens qui sont plutôt connus, ils ont un support pour s'exprimer qui sera peut-être vu après par d'autres personnes, mais où je les coupe pas, quoi. Je leur dis pas, non, attendez, vous pouvez pas lire ça, etc. Non, mais dites-le après, voilà. Oui, en fait, c'est la culture de laisser parler l'invité. C'est ça. Même s'il va dire quelque chose qui est dissonant par rapport à un invité que tu as eu la semaine d'avant, chacun peut dire ce qu'il pense. J'ai reçu Laurent Alexandre et toi, pas longtemps après, on a fait aussi un grand écart, c'était assez amusant. Mais même si je suis pas tout à fait d'accord avec tout, je laisse parler, puis on dialogue posément, d'une manière apaisée. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que moi, ce que j'aime vraiment, vraiment faire, c'est écrire. J'essaie de m'y appliquer, donc à la fois des chroniques que je fais dans Valeurs Actuelles toutes les semaines et puis des essais. Mais là où je m'éclate vraiment, c'est dans la littérature. La fiction. Voilà, la fiction, où j'essaye, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas j'essaye de porter nos idées, enfin en tout cas les idéaux aussi que j'ai, via la fiction, parce que c'est peut-être aussi plus accessible. Et il y a cette charge émotionnelle qu'on n'a pas dans la chronique, qui peut parfois être froide, même s'il y a des bons mots dans la chronique ou des petites punchlines. Mais il n'y a pas cette charge émotionnelle et cette contextualisation qui est très importante pour faire passer des messages. Il y a plus de liberté aussi, parce qu'à travers la fiction, on peut faire passer un message dans la bouche d'un personnage ou créer une caricature d'un homme de gauche, par exemple. C'est intéressant, ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, justement, je suis en train d'écrire une nouvelle où un personnage s'appelle Frédéric Toscan. D'accord. Frédéric Toscan. Donc voilà, ça fait référence à un personnage connu. Et ça commence l'histoire, on ne dirait pas plus, mais ça commence l'histoire justement avec l'histoire du Carlton. Ah oui. Et donc c'est une critique aussi de ce petit milieu-là qui est toujours très bien pensant, à donner faire beaucoup de leçons aux uns et aux autres, et qui, dans son petit monde derrière les caméras, fait des choses... parfois discutable, mais voilà, c'est vraiment l'écriture. Mais j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir échanger, donner la parole aux autres et puis participer en tant que chaînon à cette grande chaîne qu'on doit construire. Bien sûr. Il y a beaucoup de chaînons qui ne sont pas liés entre eux, et essayer de les lier. Je pense que c'est ce qui fait ta force, c'est ton caractère. Je pense que tu as l'air d'être
à l'écran comme tu es dans la vie, c'est-à-dire ouvert, bienveillant, diplomate, à l'écoute. Et c'est ce qui fait que ça rend agréable en fait d'écouter les émissions, alors que par exemple à la télé aujourd'hui c'est tout le contraire. Dès qu'on parle, on est interrompu, c'est insupportable. C'est ça. C'est un peu la course au buzz. Et j'ai pas voulu me lancer aussi dans un truc parce que c'est pas forcément. Alors quand on est en train de déconner hors caméra, c'est autre chose. Mais j'essaie de faire un truc assez sérieux aussi, dans le sens où on pourrait déconner, je pourrais dire des conneries, machin, pour amuser la galerie. Mais d'autres le font beaucoup mieux que moi, d'une part. On a déjà les amuseurs qui ont du fond et qui le font très très bien et qui arrivent à faire le buzz là-dessus. Et moi, c'est pas vers faire quoi je veux me tourner. Je veux apporter un petit complément à un truc où il y a une petite niche, où il y a peut-être pas ce genre de choses. Et c'est vrai. Ce que je fais, puis quand même, ce qui est impressionnant, c'est que peut-être ton caractère ou les réseaux que tu as pu te créer te permettent d'avoir des invités de renom quand même. C'est ça qui fait ta force. Récemment, il y a eu Stéphane Ravier, il y en a eu d'autres. C'est toujours sympa de pouvoir échanger. C'est à force pour opposer aux gens. Certains acceptent, d'autres n'acceptent pas. Peut-être que les autres accepteront bientôt. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis assez agréablement surpris de la possibilité de recevoir des gens, même malgré ma chaîne qui est modestement suivie pour l'instant, des gens qui, Après, c'est vrai qu'il y a le Shadowban, mais ça, c'est clair que. Ta chaîne est récente et il y a beaucoup de concurrence. C'est de plus en plus difficile en fait, de se faire voir. En fait. Et même, tu sais, Livre Noir, en fait, avant qu'ils reçoivent Zemmour, ils avaient peu de succès en vue, alors qu'ils faisaient du travail de qualité. Très bon contenu. J'étais étonné de voir des vidéos avec Nolo qui avaient peu de vues. C'est ça. Il y a trop de concurrence en fait. Non, mais voilà, il y a beaucoup de concurrence. Et puis après, moi, je suis pas à la course au clic, mais vraiment, je préfère être suivi et vu par une petite quantité de personnes qui vont pouvoir eux-mêmes relayer ou être vraiment intéressés par le contenu et le relayer à leur niveau, plutôt que d'avoir des gens qui vont juste le regarder en passant et c'est tout. Je comprends. C'est un peu l'idée, quoi. Sachant, comme tu dis, on est dans un domaine très très concurrentiel. Et après j'avais Twitter pour ça, je l'ai toujours, mais je risque de me le faire sauter un de ces quatre. Ouais, j'ai vu, une façon astucieuse un peu de dire le moins possible sur Twitter pour envoyer sur Telegram. J'envoie sur Telegram, certains ont la gentillesse de me retweeter, de mettre sur Twitter ce que j'écris et je retweete. Donc récemment ça a fait 300 ou 400 retweets, quelqu'un d'autre l'avait fait, quoi. Je dis bon. Moi, je risque pas de me faire sauter mon compte, quoi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, sur Twitter, t'es beaucoup suivi, t'as 30 000 ou plus 36 300 abonnés, mais... Comment ça s'est arrivé? C'est à force de... T'étais très actif à une époque? Enfin, t'as fait de l'actu? Comment ça s'est passé? Il y a plusieurs phases. La toute première phase, c'est quand j'avais découvert Twitter, que je trouvais sympa pour pouvoir voir ce que disaient les journalistes les uns les autres. Ouais. J'ai commencé à tweeter 2-3 trucs, je savais pas trop comment servir en fait. J'ai appris, Puis j'étais à 300, 400 abonnés, je dis c'est de la merde. J'ai acheté 1000 fois abonné en me disant, il faut que je donne l'impression d'être connu. D'accord. J'étais absolument inconnu, zéro réseau, rien du tout. Ouais. J'en ai acheté 1300. J'ai fait que ça. Mais ça m'a permis d'avoir plus de vrais abonnés derrière. Ah ouais. Et ensuite, ces 1000 abonnés, je savais qu'ils allaient disparaître parce que c'est des faux comptes, très clairement. D'accord. En fait, c'est un coup marketing. C'est un starter. C'est un démarreur. Et donc, je l'ai fait pour pouvoir dire, il faut que je puisse me démarquer d'une manière ou d'une autre. Donc, je l'ai fait. Ça donnait l'impression d'un suivi qui a donné ensuite plus de visibilité. Et davantage de vrais followers. C'est tout à ton honneur de le dire, parce que pour des jeunes qui se lancent et qui veulent être suivis, ça peut être une technique. Après, évidemment, il faut que le contenu suive derrière. C'est de la merde. Voilà. Alors, il faut pas. Voilà, c'est ça. Moi, je m'en suis servi en sachant très bien que derrière, je n'irais pas plus que ça. Je voulais vraiment un petit affichage pour me démarquer un peu de tous les comptes. Avec très peu de... Parce que je savais qu'il y avait un ratio 1/10 à peu près à respecter. Donc j'avais 300, je suivais 300 personnes, j'avais à peu près à la fin 3000 gens qui me suivaient, dont un tiers qui étaient des faux comptes. Et après, ces faux comptes ont petit à petit disparu et qui étaient remplacés par des vrais comptes. Ouais, je comprends. Et donc après, j'ai eu un truc avec 98% de vrais comptes, mais au début, non. D'accord. Ouais. C'est intéressant ça. Oui, c'est pas mal de le faire quand on commence un compte Twitter pour donner l'impression d'avoir... Je pense que certains n'en ont même pas l'idée en fait, simplement. Bon voilà, je le dis. Moi. Ouais, c'est bien. Mais je voulais pas par contre avoir 30 000 faux followers. En plus ça coûte de l'argent d'acheter, donc ça sert à rien. C'est ridicule. Ça donne 3 retweets, dont une meuf qui est une meuf mec qui habite en Afrique, ça n'a aucun sens. Alors, avant de parler de ta production actuelle, je voulais dire à nos spectateurs, ce qui est intéressant, c'est ton parcours, parce que tu n'es pas quelqu'un qui a baigné dans la droite et encore moins l'extrême droite. Et c'est vrai que j'avais vu une vidéo assez intéressante qui est, je crois, extrait d'un live où tu racontes comment j'en suis arrivé à penser ce que je pense et à faire ce que je fais. Ouais. Et on voit qu'il y a eu toute une évolution. Au début des années 2000, tu te sens de droite. Tu as comme naturellement une espèce de répulsion pour envers la gauche, mais tu n'es pas certain d'être... Tu ne te définis pas nationaliste, tu es un peu effrayé par Jean-Marie Le Pen, tu avais dit comme ça assez... Pas par lui, mais par l'image qu'on pourrait avoir de moi si je l'admettais. Ouais. Ah ouais.
Et puis d'une part, et d'autre part, parce que il avait eu des sorties des sorties exagérées de toute façon qui n'avaient pour moi, mais c'était pas le sujet du tout de la problématique. Je voyais pas ce que ça foutait là en fait. Du coup, je me dis ça sert à rien. Enfin, ils se tiennent une balle dans le pied, c'était con. Mais bon, j'étais quand même très très content de le recevoir. Chez lui, bien sûr, parce qu'après effectivement tu as une évolution et même si on peut reprocher des choses à Jean-Marie Le Pen, il n'est plus une source d'effroi en tout cas pour nous, quoi. Ça c'est sûr. Au contraire, d'une part pour nous et même pour le grand public, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens qui à l'époque étaient effrayés à l'idée même qu'on puisse évoquer son nom ou ce qu'il a pu dire, se rendent compte que c'est quelque part il a une vision un peu prophétique de l'état de la France aujourd'hui. Je pense même qu'il est allé encore moins loin que ce qui est l'état de notre pays dans certains quartiers, bien sûr. Certaines villes même. Et en voyant cette vidéo, il y a un moment que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est comme un espèce de rappel historique. Tu as dit que ce qui t'a, j'ai dit radicalisé, c'est pas le mot, mais ce qui t'a fait aller dans un premier temps vers le Front National, c'est les émeutes de 2005 et surtout comment elles ont été gérées par le pouvoir en place, qui était quand même un pouvoir de droite. Et en fait, Jacques Chirac a complètement cédé de manière assez répugnante et il a commencé à donner des postes à de plus en plus de noms français qui en plus étaient agressifs, etc. On a commencé à avoir la culture du quota. C'est vrai que je me souvenais plus que ça avait commencé là, mais c'est le changement. En fait, c'est ça. En fait, moi, je suis vraiment guidé par le bon sens populaire qui parfois est pas juste, mais le plus souvent oui. Et je me suis dit, bon là quand même, c'est quand même assez hallucinant. On a deux types qui malheureusement pour eux sont décédés, mais qui n'ont pas été vraiment très malins d'aller se faire cramer tout seul dans un truc qui fait des centaines de milliers de volts, si c'est pas plus. Enfin, je sais pas exactement combien ça fait, mais c'est évident que c'était un danger mortel d'aller là, plutôt que de présenter sa pièce d'identité. C'est quand même ça le sujet. Tu présentes ta pièce d'identité, il se passe rien, au revoir monsieur, parce que les flics, moi-même je me suis fait arrêter mais des dizaines de fois lorsque je m'habillais avec des tenues qui auraient pu paraître d'être des tenues gauchistes. Une fois je me rappelle d'ailleurs, c'est une anecdote, je me suis fait arrêter à Lille, il devait être 1h du matin et j'avais une veste un peu militaire, les cheveux un peu plus longs, etc. J'étais très fatigué, vraiment très fatigué, j'avais rien pris du tout, j'avais rien bu, rien, et j'étais les yeux un peu... Et j'étais dans une voiture pourrie. Et l'IBAC m'arrête. J'étais assis 6 Golgoth autour de moi. Il pensait que j'étais le gaucho drogué, machin. Et il me contrôle. Enfin, on peut fouiller. Allez-y, monsieur, pas de problème. Aucun problème. Enfin, allez-y, quoi. En fait, quand tu te comportes bien pendant le... Mais c'est ça. Il se passe mal, absolument rien, quoi. Et pourtant, je me suis fait plusieurs fois arrêter comme ça. Je dis, je vous en prie, allez-y, fouillez. Et puis, il ouvre mon coffre. Il fait, c'est à vous, ça, monsieur ? Oui, c'est à moi. C'était des autocollants non à la Turquie dans l'Union Européenne. Bon, ça va, c'est pas... Non, mais déjà, en tout cas, c'était situé. En 2005, le mec, il était choqué en fait, parce qu'il pensait, vu mon apparence, il s'y attendait pas. Il s'est dit non, mais il m'avait identifié plutôt le gros gaucho anarchiste ou gauchiste. D'accord. Et il me dit, c'est bien, monsieur, bonne soirée. Terminé. Voilà. Putain, c'est énorme. Ouais, c'est vrai qu'ils en pensent pas moins. Et donc, pour revenir à la question, j'étais vraiment choqué en 2005 parce que je me suis dit quand même, on a les banlieues qui sont quand même à feu et à sang avec les médias qui mettent de l'alcool sur les braises, qui disent tout ça. Et que fait Chirac, qui était un mec populaire, un peu de gauche quand même, mais un mec soi-disant de droite. Ça dépend quelle époque. Les années 80, c'est... Oui, le bruit et l'odeur, oui. Mais, et le gars, il dit, non mais ça va pas du tout, en fait, il faut se rendre compte, il y a un vrai malaise dans les cités, nos jeunes issus de l'immigration souffrent, n'ont pas le même accès à l'emploi, les mêmes chances, la même égalité par rapport aux autres, donc il faut en faire plus. Donc, et c'est là que ça a commencé, il faut davantage de diversité dans le service public. C'est là que ça a commencé. Je me suis dit, mais c'est assez hallucinant comme réaction. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question, et c'est là que j'ai découvert François Dessouche. C'était François Dessouche, au départ, Esprit de Clocher. Dès 2005, ça existait en fait le site. Je crois que ça venait juste, ça a commencé depuis 1 an ou 2, peut-être, je sais plus. Et il y avait francislam.org, quelque chose comme ça, je crois. Et qui n'a pas duré très longtemps, par contre. D'accord. Et donc ce site m'a beaucoup éveillé sur ce qui pouvait se passer comme c'était une revue de presse déjà à l'époque. Par contre, c'était les commentaires qui m'ont un peu cramé. Je me suis dit, ça y est, c'est trop, quoi. Tu baignes là-dedans tous les jours, tu peux plus, quoi. Forcément. Donc, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, ça suffit. Et comme je disais, le temps est passé, j'ai un peu mis ça de côté. N'habitant pas dans un endroit où j'étais directement confronté à ces problématiques de l'immigration, j'ai un peu mis ça de côté en ayant toujours conscience qu'il se passait quelque chose. Et les événements qui ont suivi m'ont fait dire il faut que je m'investisse davantage parce que même si je n'étais plus à ce moment-là, je ne côtoyais plus directement l'immigration comme j'avais pu le faire par le passé.
enfin les problèmes liés à l'immigration en tout cas. Bon, j'avais plus ou moins laissé un peu tomber, fait autre chose, voyager, on parlait tout à l'heure. Après, je me suis remis en me disant non mais ça va pas, enfin, c'est pire en pire. L'état de la France t'y a fait revenir. Est-ce que, même si tu ne t'es pas engagé à ce moment-là, en 2007, quand Sarkozy a été élu, est-ce que tu as un petit espoir? Pas du tout. Ah oui? Au contraire. Tu as tout de suite vu le... C'est marrant, on m'a posé la question tout à l'heure sur une... Et non, Sarkozy, j'y ai jamais cru. Pourquoi? Pas parce que le type a commencé à parler de Karcher, il s'est rien passé. J'ai dit c'est tout, enfin le mec... Je dis, ouais, ok, Karcher, très bien, bon, qu'est-ce qui va se passer derrière? Derrière, dès qu'il a pris ses fonctions, il a engueulé un policier devant tout le monde, il a démis de ses fonctions un gradé de la police devant ses collaborateurs, enfin, devant ses subalternes. J'ai trouvé ça indigne comme façon de faire. Et puis, je connaissais un peu le personnage et j'avais vu comment il avait pris le pouvoir à la mairie de Neuilly. En poignardant dans le dos son père spirituel qui était Charles Pasqua, qui s'est bien fait avoir d'ailleurs pour le coup. Et j'ai dit non, le mec il est juste opportuniste, il a un besoin de revanche sur la vie à prendre, et je pense qu'il n'ira pas au-delà. Et j'ai surtout vu le débat avec Jean-Marie Le Pen, où je me suis dit quand même il devra avoir un peu plus de déférence envers le personnage politique. Objectivement, il a été bon dans ce débat, mais sa manière de mépriser un peu Jean-Marie Le Pen montrait que... Alors que Jean-Marie Le Pen avait les bons constats depuis des années sur ces questions-là. Tout à fait. Il aurait plutôt dû prendre, je pense, une position non pas de dédiabolisation, mais plutôt de dire sur ce point-là, monsieur Le Pen, je vous rejoins. Mais par contre, je suis pas. Il a joué trop, comme un mec de gauche, quoi, finalement, en opposition totale, en disant attendez, je ne mange pas de ce pain-là. Donc, je me suis dit à partir du moment où on ne partage pas les mêmes constats, comment va-t-il faire pour pouvoir apporter des solutions à un constat qui était fait, qui partageait finalement en off. Bien sûr. Il ne le faisait pas. Donc j'y ai pas cru du tout. Je ne sais plus pour qui j'ai voté d'ailleurs. J'ai jamais voté Le Pen, j'ai jamais eu le courage de voter Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, mais je sais plus, j'ai dû voter De Villiers, un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai que tu as raconté que... C'est vrai que De Villiers a un discours qui a toujours été clair sur l'islam, il a toujours été opposé là-dessus. Je suis passé de cette génération aussi qui a été martelée, il faut pas voter. Et du coup, c'est vrai que j'avais du mal à me dire... Je comprends, en fait. De Villiers a un choix de raison parce que c'est quelqu'un qui est opposé à l'islamisation de la France, mais qui n'a pas les casseroles qu'avait Jean-Marie, le détail, etc. Et même l'excentricité qu'avait Jean-Marie Le Pen qui peut... il est plus royaliste, posé, etc. Et ce que je dis là, je le dis pour une bonne raison. Non pas pour faire une sorte de mea culpa, là, tout ce que j'ai pu faire, dire, etc. Mais surtout pour dire, nous ne jugeons pas les gens qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait sur notre ligne idéologique ou globalement dans ces grandes lignes et qui sont peut-être même parfois complètement dans un endoctrinement ou un milieu qui fait que ils sont pas éveillés à ces questions-là, mais qui sont pas pour autant perdus complètement, quoi. Et il faut qu'on aille les chercher, ces gens-là, et le plus jeune possible. Donc ne jugeons pas forcément le mec qui va tenir... Bon, j'ai jamais eu le discours gaucho, soyons clairs. Mais par contre, qui a un discours qui est plutôt proche du nôtre, mais qui n'ose pas y aller pour X raisons. Donc il faut les accompagner vers le... J'allais dire le bon vote, c'est pas forcément le cas, mais de toute façon, tout le travail militant et idéologique doit servir à un moment donné à pousser un homme, une femme politique. C'est à ça que ça sert. Il faut que ça se transcrive dans les faits. Faire du militantisme juste pour en faire, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que derrière, il puisse quelqu'un qui sorte du lot. Et aujourd'hui, on le voit point peut-être, on verra, mais quelqu'un qui est porté par ce discours, je dirais pas plus radicalisé, mais en tout cas plus honnête et plus décomplexé, disons-le. On ne l'a pas encore. Je ne vois pas Marine Le Pen aujourd'hui surfer sur ces questions-là, même si je comprends bien que sa démarche aujourd'hui est plutôt une démarche de rassemblement à droite, à gauche pour être porté sur le pouvoir, ce que n'a pas fait Orban ni Salvini. Eux, ils ont été très clairement élus sur, non pas la radicalité, mais la clarté du discours, une ligne claire. Après, c'est pas les mêmes électorats, c'est pas le même peuple. C'est pas la même histoire. C'est pas la même chose. Surtout en Hongrie. Alors, on est clairement sur d'autres que tu connais bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire en fait, il faut pas avoir tout le temps un état d'esprit revanchard, haineux vis-à-vis de ceux qui ne votent pas comme nous, parce que quand on a cet état d'esprit, on le transmet et ça leur donne pas envie encore plus de nous rejoindre. Il faut plutôt les accueillir en disant ok, je comprends ce que tu peux penser, et puis voir si il y a une possibilité petit pas de le faire arriver naturellement vers une prise de conscience et puis le courage de dire effectivement oui, ok. C'est vrai que d'un autre côté, vu l'urgence de la situation, parfois c'est énervant, on voudrait que les gens comprennent plus vite. On comprend quand vous avez la rage. Vous voulez absolument que les gens réalisent ce que nous on voit qui nous paraît évident. Et faut pas oublier que avant d'être patriote, vous n'étiez pas forcément. C'est ça. Et il faut voir peut-être essayer de comprendre le mécanisme qui fait qu'on passe de l'un à l'autre et essayer de les reproduire quand vous discutez avec d'autres gens. C'est tout à fait ça. D'où et d'ailleurs dans notre milieu au sens large du terme,
il y a quand même les plus virulents, mais ça c'est valable partout, hein, en islam, en tout. Hein, les plus virulents, ce sont ceux qui viennent, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais de l'extrême gauche ou de la gauche assumée. C'est vrai. Et qui, une fois qu'ils ont recouvré la vue, ils partent dans l'autre sens comme ça à fond. En disant mais putain, j'ai perdu tellement de temps là, j'ai dit tellement de merde que maintenant il faut que j'aille de l'autre côté et que je me rattrape, quoi. Les gens qui sont convertis à l'islam, c'est les plus zélés. Parfois que même des musulmans qui ont une pratique de l'islam qui est presque folklorique. C'est vrai. Il y en a quand même quelques-uns. Et on les voit, les islamistes roux qui font peur à tout le monde, là, c'est un peu ça, quoi. Hein. Et les mecs français, il s'appelle Julien Blanchard, né à Orléans, islamiste. C'est n'importe quoi. Ouais. Alors, ce qui pareil, quand tu racontais ton parcours, un truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait, on s'est un peu engagé au même moment. Tu as cité ça autour de 2014 pour le RN. Moi, j'ai commencé à coller des affiches, là où je me trouvais à l'époque, qui était la Seine-et-Marne. Et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas? Tu t'es dit, là, tu as senti que Marine pouvait gagner, tu lui faisais plus confiance qu'à Jean-Marie Le Pen. Quelle a été la motivation, en fait? La victoire aux élections les européennes, aux européennes, où là je me suis dit ça y est, je peux y aller, on a vraiment passé un cap. Avec Mélenchon qui chialait, tu te rappelles? Il chialait, il avait un peu pleuré, il avait dit la France, allez, oui. Il avait dit ouais, je vais la fumer à Hénin Beaumont, il s'était pris des branlées, moi je me rappelle. Ouais. Non, mais d'ailleurs, je le dis dans certaines de mes interventions que j'ai à un moment donné quand même manqué pas de courage, mais de certitude dans ce que je voulais faire. J'attendais de voir un peu comment Marine Le Pen allait mener sa barque après Jean-Marie Le Pen. Et j'attendais, je regardais un petit peu. À l'époque, le discours était un peu gaulliste, qui n'était pas pour me déplaire, mais et puis assez clair, je trouvais, sur l'islam, qui était très, très clair. Sur l'islam, non. Ouais, là-dessus, c'est un peu ramolli. C'est même un volte-face, j'ai l'impression. Pas sur ce qu'elle pense, je pense pas. Enfin, moi, je suis pas là pour juger les uns ou les autres. Hein. Ouais, sa stratégie électorale, peut-être. Voilà, on est d'accord, c'est une stratégie électorale sur laquelle on peut avoir un avis. Je pense que c'est, à mon humble avis, pas la meilleure des stratégies vu le contexte social, politique et économique de la France, mais c'est sa stratégie. Et sa stratégie veut que, je pense, elle est en train d'essayer d'apaiser, la volonté d'apaisement. Elle a fait preuve quand même d'énormément de courage. Moi, j'étais pendant très longtemps admiratif de son courage et de son abnégation et de sa permanence, surtout. Parce qu'elle a pris des coups. Et j'étais assez admiratif. D'ailleurs, j'ai collé, moi, des affiches, machin. J'étais quasiment le seul à faire, on était quelques-uns, mais même si j'avais des responsabilités départementales, mais j'y allais, j'y croyais à fond. Et on pourra parler du débat un peu, mais globalement, ce qui m'a fait partir sur un engagement, au moins prendre ma carte, c'était ça, c'était dire, ça y est, là, il y a un truc, je ne peux pas rester là sans rien faire, il faut que moi aussi je participe à mon petit niveau, rien que prendre ma carte, etc. Bien sûr. Hein. Puis j'ai commencé à regarder un peu, j'étais à Saint-Germain-en-Laye à l'époque, si je ne pouvais pas intégrer une section locale, discuter avec des gens, voir s'ils me ressemblaient vraiment ou pas. Finalement, intégrer un parti, c'est autant du militantisme qu'une communauté que tu rejoins. Des gens qui pensent comme toi, c'est agréable. Enfin, c'est censé l'être. C'est censé l'être. C'est censé l'être. La difficulté du FN, à l'époque, c'était le FN, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens très très sympathiques, plein de bonne volonté, mais on sentait bien que c'était plus justement du militantisme ou un peu de l'entre-gens, un peu du communautarisme local, plutôt qu'un parti vraiment très structuré comme le pouvaient l'être les Républicains, l'UMP, etc. J'essaie de comprendre. En fait, tu as tout de suite vu qu'il y avait une sorte de manque d'ambition, peut-être Non, pas de manque d'ambition, mais comment dire, c'est le vrai problème du RN quand j'y étais, et qui je pense est encore le cas aujourd'hui, mais moins, c'est le recrutement des classes moyennes, engagées, dynamiques, dans la société civile, qui ont des responsabilités et qui pourraient à un moment donné prendre des responsabilités si le RN passait au pouvoir. On a plein de gens de plein de bonne volonté, avec beaucoup de bon sens populaire, mais qui seraient en difficulté si demain le RN arrivait au pouvoir avec ses 15 à 20 000 gars dont on a besoin pour pouvoir tenir la boutique, quoi. Et c'est ça qui, pour moi, manquait, et c'était très difficile de convaincre les gens de s'engager, pas de voter, mais de s'engager pour pouvoir prendre des responsabilités
Parce que c'est pas donné à tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde chacun a ses qualités. Moi, j'aurais incapable de devenir boucher. Un boucher, c'est pas capable de devenir. Voilà, chacun a ses qualités. Et du coup, il fallait de tout. Et c'était pas assez diversifié comme qualité et comme compétence pour ce que j'en ai vu. Pour avoir un parti structuré qui va monter et qui va réussir à les convaincre. Ça a souvent été reproché au FN, tu sais, qui maintenant est le RN, de manquer de volonté d'avoir un ancrage local, de tout miser sur la présidentielle, etc. Est-ce que tu as aussi ressenti ça quand tu étais à l'intérieur ? Quand j'étais au FN, j'avais ressenti d'abord la très grande liberté de ton. Ouais. Et d'autonomie pour faire un peu ce qu'on avait envie de faire, ce qui était plutôt vraiment très agréable. Avec le revers quand même, c'était qu'il ne fallait pas faire le con sur les réseaux sociaux parce qu'on était vraiment fliqués. Mais vraiment une grande autonomie, une grande liberté d'action sur les actions qu'on allait mener, les gens qu'on allait inviter, et des gens, vraiment des cadres super sympas. J'ai fait plein de très très belles rencontres, quoi. Vraiment des cadres locaux ou même nationaux très ouverts, très sympas, disponibles, agréables. Vraiment très peu de mauvaises rencontres finalement, beaucoup. Et il y avait quelques gens issus de la diversité, des Blacks et des Arabes, qui étaient là et dont on n'a jamais dit, et dont d'ailleurs on ne disait jamais, on n'avait même pas envie de le dire, d'où tu viens, quelle est ton origine. Ça paraissait naturel. Et les gens nous le disaient. Moi, il y avait un Black super sympa là, qui était là, j'ai jamais posé la question, j'aurais trouvé ça assez irrévérencieux de lui dire, mais... Et il me disait, mais tu sais, quand j'étais au PS avant, et les mecs, ils me posaient tout le temps cette question, quoi. Comme si c'était cool, etc. Et du coup, on a eu l'occasion d'échanger sur... parce que moi, je ne me cachais pas sur mes idées aussi, d'une certaine homogénéité ethnique qu'il faut pour les pays, notamment partout dans le monde. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'un Africain d'origine s'engage au FN ? Quelle est leur volonté ? Je pense que c'est le signe d'une assimilation réussie et d'un renoncement en plein de choses. Je le disais tout à l'heure, je ne sais plus où, mais je ne crois plus aujourd'hui à l'assimilation à l'échelle nationale. Je crois que c'est encore possible peut-être sur des individus, mais pas sur des fragments de peuple. Ça, c'est plus possible, c'est pas possible, c'est jamais possible d'ailleurs. Des gens qui rejoignent une diaspora plutôt que de rejoindre un peuple, ils ne vont pas s'assimiler. Ils vont reproduire, et c'est naturel, ils vont reproduire un code, ils vont reproduire une culture, puisque c'est plus facile. Je me suis dit, pour bien comprendre, je me suis dit, si j'étais africain moi-même, pour n'importe quel pays, on me disait, tiens, tu vas aller balayer ou faire un métier simple, qui n'ont pas beaucoup de technicité dans un pays riche, tu vas gagner 10 à 15 fois plus que ce que va gagner un cadre dans ton pays. J'exagère à peine. Ben oui, tu fais ça 10 ans, tu vis à 8 dans 20 mètres carrés pour pas trop dépenser, t'envoies tout au pays, et après t'es le roi du monde quand tu rentres, quoi. T'as une belle villa, etc., etc. Donc c'est pas moi, mon vrai adversaire, notre vrai adversaire doit être les politiques qui rendent ces choses-là tout à fait permissives, qui parfois même l'encouragent et qui font que on est très clairement dans une dynamique lente mais presque permanente d'invasion du territoire par des peuples, par des ethnies qui n'ont pas forcément la conscience ou l'envie d'envahir, c'est pas la question, mais c'est que le fait est qu'aujourd'hui on a une démographie qui est assez faible et assez peu dynamique au niveau français de souches et assimilés et les occidentaux, etc. Et des gens qui arrivent, qui rejoignent des diasporas et qui vivent un peu comme ils le faisaient chez eux et qui ont et ça, ce que je dis là, c'est des statistiques, c'est des statistiques de lycée. Voilà. Ils n'ont pas 8 enfants par femme, mais plutôt 3, 4, parfois même 5, beaucoup plus jeunes. On le voit bien dans les cités, dans le 93 par exemple, la dynamique démographique est là, quoi. Et ce qui fait que si on prend ça sur le long terme, évidemment qu'il va y avoir un bouleversement démographique. Bien sûr, à terme, c'est évident. C'est évident. C'est juste comment dire, arithmétique, quoi. Comment, c'est vrai que c'est un truc où tu le dis peu, mais tu es père, tu as 3 enfants. Comment tu expliques que les Européens et les Français fassent si peu d'enfants ? L'individualisme, d'abord. Je les ai fait tard, moi, mes enfants. J'ai été aussi à un moment d'individualisme, et je me suis dit, tiens, pas avant d'avoir une situation qui permette d'avoir des enfants et de bien les élever et de leur apporter un toit, un cadre, une sécurité aussi financière, et puis pour pouvoir les élever dans un environnement convenable, quoi. Et on est tous tentés, dans tous nos domaines de la vie, d'être au moins individualiste, et puis de penser à soi, de penser à voyager, à avoir des copains, à profiter de la vie. Il y a ça, et aussi la peur de l'avenir. Beaucoup de gens ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Ils se rendent bien compte que ça craint, même s'ils ne le verbalisent pas, et se disent, mais quel avenir je vais offrir à mes enfants ? Finalement, c'est une autocensure.
Enfin, une autoprivation en se disant c'est pas la peine. C'est un peu ça, oui. La théorie du type qui dit je veux pas d'enfants pour la planète, c'est des conneries, ça, il doit y en avoir quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais vraiment, je pense que c'est ça qui repousse. Après, il y a aussi les études. On fait des études plus tardivement maintenant, parce que c'est de plus en plus compliqué d'avoir un diplôme qui est valorisé et valorisant, donc on les fait plus tardivement. Et après, l'accès, il y a aussi la mobilité, par rapport à l'hébergement. C'est toujours plus compliqué. On change souvent d'endroit aussi. C'est ça. Quelqu'un qui habite Paris en couple, dans un 20 ou 25 mètres carrés, s'il a un enfant, c'est juste mort, quoi. Il faut qu'il parte très loin. C'est sûr. À Paris, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui font que je pense que les gens font les enfants plus tard, en font moins, puis ça coûte, puis il y a l'incertitude. Et dans des pays où... Ça, c'était prouvé par pas mal d'études. Quand il y a une incertitude sur l'avenir, on fait moins d'enfants. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a les pays qui suivent, post-conflit, font énormément d'enfants. C'est la vie qui reprend. La vie reprend. Donc on renaît des cendres et il faut faire des enfants. J'avais visité dans les années 2000 la Slovénie, je crois, où j'avais été hyper surpris de voir des jeunes femmes de 20, 21, 22 ans, même moins. Non, pas enceintes, qui avaient leur deuxième ou leur troisième enfant. Ah ouais? C'était fou. Et c'était peut-être 10 ans après la guerre, etc. Dans moins de 25 ans, c'est sûr. Beaucoup de jeunes femmes. Ça crée une volonté de vie, en fait. C'est ça. On a vécu tellement de drames. Et nous, on est un peu dans le ventre mou de tout ça, quoi. On se rend compte que l'avenir craint un peu, mais il y a une incertitude. Donc, ayant une incertitude, on ne sait pas trop si on y va ou pas. C'est ça mon analyse. Même si c'est vrai que la démographie des française n'est pas la pire d'Europe, mais on se demande toujours quelle est la part d'immigration là-dedans. D'où la question des statistiques ethniques. Parce que faire par exemple comme en Russie en ce moment, où ça a été lancé le quinquennat des enfants de natalité, ou en Hongrie, c'est très bien. Et quand on a quand même une relative connaissance de l'homogénéité ethnique. Moi, je parle pas de race, je parle d'ethnie, parce que l'ethnie inclut ça, mais c'est autre chose. C'est la culture, c'est le rapport au sol, le rapport au territoire, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une connaissance de ça, on peut orienter qui va faire des enfants et qui vont être récompensés, parce que c'est ça l'objectif, c'est de se repeupler. Si on dit aujourd'hui, si vous faites, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais si vous faites 3 enfants, vous aurez encore des primes, des ça, tout le monde va venir en France avec le système actuel, bien sûr, avec l'idéologie dominante. Et ça n'a aucun sens, et que ça va accélérer encore cette vague de peuplement migratoire. Donc ça sert à rien aujourd'hui. Mais alors du coup, on a dérivé là en parlant de la natalité, parce que vraiment ça nous, entre guillemets, ça nous obsède, parce que quand on regarde les chiffres, on est effrayé par rapport à l'avenir. Mais on parlait de ton engagement au RN, au FN, qui est devenu le RN. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter finalement? Quand j'ai pris conscience que je serais un piètre politicien. C'est-à-dire, il faut des qualités, j'en avais, je pense, certaines, pour faire un homme politique, même local, surtout local d'ailleurs. Mais la politique locale, ça nécessite d'une part beaucoup de concessions sur ses idées, sur son temps personnel, mais pas pour construire et pour produire, comme je le fais aujourd'hui sur mon temps personnel pour écrire des chroniques, écrire des bouquins ou inviter des gens. Donc quelque chose d'assez constructif qui profite à la communauté d'idées et à la diffusion de ces idées. Mais plutôt pour aller couper le ruban sur une maison de retraite, boire le coup avec le gars, faire des discours qui... Pour moi, c'est du temps de perdu, en fait. C'était pas ton âme, en fait, en quelque sorte. C'est du temps de perdu pour moi, ce que je pense. Je le trouve très bien, et je le trouve très courageux, je suis très, très admiratif, quel que soit leur bord politique, d'ailleurs, de tous les élus locaux, parce que c'est un sacerdoce, très clairement. C'est un temps fou passé pour faire fonctionner la collectivité, et pour ça, je suis très admiratif. Mais c'est pas vers quoi je voulais m'engager, d'une part. Et si j'avais voulu viser un peu plus large, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était faire passer des idées. C'est pour ça que je me suis engagé en politique. C'est pas pour avoir des mandats. D'ailleurs, j'avais dit, je le fais, je m'engage en politique, pas pour avoir un mandat ou me présenter devant le suffrage qui aujourd'hui est complètement dévoyé. La démocratie est complètement dévoyée. Donc, de toute façon, le suffrage, c'est juste un concours de celui qui aura la plus gentille gueule pour son électorat, qui va dire les mots les plus gentils. Donc, c'est ça. C'est parfois même un concours d'éloquence. D'accord. Et je me suis dit, et en plus, il faut pouvoir composer avec les uns, les autres, faire des alliances. Donc tout ça, j'ai les connaissances, je pense, pour le faire, et l'aptitude pour le faire, mais j'avais pas envie de le faire. Parce que tu es naturellement diplomate, mais c'est pas ce que tu voulais faire de ta vie, en fait. Voilà, je me suis dit, où ça va mener tout ça. Ça m'intéresse pas d'avoir un mandat local pour dire, tiens, ici, les petits oiseaux, ils ont eu 70 €,
Non, enfin, et puis faire du faux débat. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est sauver l'Occident très clairement de sa déchéance, de sa décrépitude sur tout un tas de domaines. Et donc, je me suis dit, si je veux avoir un petit apport à notre combat global, il faut que plutôt que là où je suis plus à l'aise et peut-être là où je me sens le mieux et j'aurai peut-être plus d'efficacité, c'est l'écriture et des formats vidéo, par exemple. Oui, je crois que c'est un conseil qu'on peut donner aux jeunes qui nous suivent. Identifier les domaines dans lesquels on est performant et qu'on aime produire et suivre en fait ce dessin. En fait. Ça peut être une niche d'ailleurs, ça peut être une chose que personne n'a jamais fait et puis la suivre. Il y a la voie politique, il y a la voie associative, il y a plein de trucs en fait. Là, je discutais avec un gars il y a très peu de temps qui avait ouvert une boutique d'art enraciné où ils vendent des sculptures, des œuvres d'art diverses et variées, des bouquins, de l'art enraciné. Ça, c'est nouveau quoi, comme truc. Et déjà, il avait pas mal de clientèle. Ouais, quoi. Il suffit d'avoir l'idée. C'est ça. Après, j'avais d'autres idées, c'est de dire, tiens, c'est Dindel, je crois, en Autriche, où on a des habits traditionnels qui sont mis au goût du jour. C'est très, très beau. Et en France, on a aussi des beaux habits traditionnels qui pourraient être remis au goût du jour et que les gens pourraient dire, mais ouais, mais je m'habille comme ça. Mon arrière-grand-mère s'habillait comme ça, moi aussi je m'habille comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Dans les pays africains, ils le font. Ils ont encore cette culture très très enracinée par ethnie. En Inde aussi, au Japon, ils ont réussi à faire ce mix entre progressisme et patrimoine, conservatisme, etc., identité. Et nous, on a été américanisés à bloc, la preuve. On a été standardisés ensuite. Et on a perdu l'âme de ce qu'on est et de l'image de la France qui est véhiculée à travers le monde, finalement. Ouais. C'est moins vrai maintenant, à force d'aller à la gare du Nord pour les étrangers qui arrivent visiter notre pays. Mais c'est vrai que les gens, ils s'imaginent encore peut-être plus le béret à la baguette, mais au moins à Charles Trenet, Edith Piaf. Oui, bien sûr. La France d'avant. C'est ça, la France qui aurait dû... qui était d'ailleurs elle-même une France... nouvelle et pas forcément très appréciée par la génération précédente. Lorsqu'on a vu arriver les Charles Trenet, les Edith Piaf, etc., on s'est dit mais où va-t-on quoi finalement, c'est vrai. Hein. Oui, c'est sûr. Les anciens ont toujours l'impression qu'il y a une décadence malgré tout. Il y a toujours eu l'impression que c'était mieux avant, c'est vrai. Et nous, ce qu'on pense aujourd'hui, quand on voit arriver des meufs comme Weshden, par exemple, on se dit mais où va-t-on? Alors que bon, finalement, tu écoutes ce qu'elle fait, c'est nul, mais il y a une petite sonorité, donc je peux comprendre que les gens qui sont dans no man's land idéologique, c'est-à-dire qui sont ni pour ni contre, qui ne savent pas trop où ils sont. Ils écoutent ça, ils disent bon, et alors, on a écouté de la merde. Nous, on a écouté Ménélique quand on était plus jeunes, finalement, tu vois. On s'en est sortis. Donc ça veut pas dire qu'il y a un gamin qui a 16-17 ans qui écoute Weshden et qui adore ça, ou du rap pourri, là, qui n'est pas un genre d'écoute, du rap américain ou du vieux rap français qui n'est pas si mal que ça, mais ça, aujourd'hui, c'est nul. Enfin, c'est nul pas parce que c'est déjà musicalement, je trouve que c'est très très pauvre. Et on a une langue française qui est riche, là c'est une nouvelle langue. C'est plus en français. En fait. C'est plus du français, c'est une espèce c'est une langue argotique. D'ailleurs, Booba l'avait très bien fait, c'est sa langue, une langue très très locale. Ouais. Une langue de Boulogne, quoi. Il n'y a que là où on parlait comme ça. C'est vrai. Et puis, tout le monde veut le faire plus ou moins, quoi. Donc c'est des langues un peu argotiques comme ça, de clans, claniques, même un peu claniques. Et puis, c'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui, à 20 ans, écoute ça, que ça va forcément faire un gaucho immigrationniste. C'est peut-être parce que le gars aujourd'hui il a pas trop d'idées, il sait pas trop comment se positionner. Ouais, c'est drôle, en fait tu essaies de dédiaboliser l'adolescence qu'on peut avoir parce qu'après il peut y avoir des révélations, on peut venir soi-même vers d'autres... Mais ça, c'est pas des gens perdus totalement. C'est ça, c'est important, je pense que c'est vachement important d'en avoir conscience, parce que sinon on va rester dans nos cercles indéfiniment. Et ce qu'il faut, c'est agrandir ces cercles. Et il faut savoir identifier les personnes ou les groupes de personnes qui ont à un moment donné une possibilité de vriller vers le réel. Bien sûr. Et non plus vers la bulle médiatique dans laquelle on les a, depuis qu'ils sont petits, fait baigner. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, qui se rendent compte depuis un petit moment et qui en sont déjà sortis et qui emmènent avec eux leurs camarades dans le pays réel. Voilà. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit aussi, parfois c'est un peu notre tort, aussi sectaire sur des jeunes qui peuvent nous énerver en disant « Putain, mais t'écoutes de la merde, qu'est-ce que ça va devenir quoi, la France est foutue ?» Pas forcément. Le gars, il n'a peut-être pas juste envie ou le courage de s'interroger sur cette question-là, il y a des copains comme ça. On peut revenir de loin, ça arrive. Et on peut revenir d'assez loin,
Et même sans aller jusque-là, on peut écouter de la musique de merde quand on a une vingtaine d'années. Et ensuite, je veux dire, moi, quand j'avais 20 ans, j'écoutais NTM, Onyx, des trucs comme ça. Hein. On dirait pas. Non, mais on dirait pas. Pourtant, j'avais déjà mes idées à droite quand même. Hein. Je me suis dit, ouais, mais alors, je m'en fous, j'écoute ça très bien. Mais bon, j'écoutais pas que ça, hein, je te rassure. Hein. Je suis pas en train de faire du populisme à la con. Non, mais bon, c'est pour dire que voilà. Mais c'est important de dire ça pour. Aussi, il y a des jeunes qui nous écoutent qui ont moins de 20 ans. Il y en a, hein, je vois les stats. Des fois, ils s'en veulent de consommer des choses médiocres. On les encourage pas à le faire, mais en tout cas, ça n'a rien de tragique en soi. C'est ça. On peut en sortir. Il y a beaucoup de gens qui. Il suffit d'avoir conscience de la merde qu'on consomme. C'est ça le principal. Quand on mange un paquet de chips ou manger un bon repas, on se dit je mange de la merde. J'en ai conscience, mais ça me fait plaisir. On peut très bien se dire j'écoute Netflix, je sais que c'est progressif, mais la trame est bien faite, l'histoire me plaît bien, mais pour autant je suis conscient. Un recul en fait. Voilà, prendre de la hauteur. Sur tout ce qu'on fait, il faut prendre de la hauteur. Il ne faut pas s'immerger comme ça. Il faut pas. Je regarde Netflix, des fois j'y suis plus, mais je regarde ça et je me dis bon. On sent très bien que là, il y a la volonté de faire passer la mixité, la diversité, les couples mixtes, l'homosexualité normalisée, etc. Enfin, pas normalisée, mais comme la norme. Et l'hétérosexualité comme la norme, en un seul mot. Et je vois très bien tout ça. Bon, quand il y en a trop, je zappe, ça me fait chier, mais quand il n'y en a pas beaucoup, je me dis, mais finalement, le truc, il est bien fait. Donc, je regarde, il faut avoir conscience. Et pareil, au même titre qu'on peut écouter ou regarder des films pourris, mais avoir conscience de la médiocrité du produit qui est consommé, ça n'empêche pas d'écouter après des choses de grande qualité, de lire des livres de qualité. Ça peut être aussi un moyen de se détendre. Il y a des mecs qui sont des mecs qui bouffent du bouquin toute la journée et ils vont se mettre devant les Marseillais à Mykonos pour regarder. C'est du spectacle, quoi. C'est dire, putain, regarde. Ça permet d'être connecté aussi au présent. Par exemple, on parle souvent des relations hommes-femmes. Quand tu fais un rencard avec une nana et que tu n'as aucun point commun et aucun référent culturel avec elle, même si c'est de la sous-culture, c'est un problème pour converser. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut en s'en injecter une petite dose au moins pour comprendre. C'est ça, oui, c'est pour pas avoir l'air bête et pas trop complètement dépassé par les choses. En disant, mais t'es naze, tu comprends rien de ce qui se passe. Dans l'époque. Non, tu comprends, mais juste ça t'intéresse pas. C'est ça, exactement. Alors aussi, un truc que j'ai bien aimé dans ton parcours, c'est que quand tu as commencé à créer du contenu, parce que c'est ce qui nous vient en tête en premier, puis peut-être même par facilité, t'as fait de la news en fait, en gros. T'as fait un peu du F de souche à ta sauce, ça a bien marché, et puis tu t'es rendu compte au bout d'un moment que c'était pas que c'était vain, mais que c'était pas ce que tu voulais faire en fait. C'est ça, Adoxa. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, j'avais commencé par faire du tweet machin, où je me disais c'est bien, mais après je me suis dit oui, mais je vais où ? Et c'est quoi la suite ? Bon, j'y tiens, je vais créer du contenu. Donc alors, je me suis servi d'Adoxa, je l'ai créé pour pouvoir avoir un média qui n'était pas ni un concurrent à F de souche ou pour parler au terme, mais plutôt un complément avec ce que j'ai essayé de faire qui a plus ou moins marché, parce que j'avais quand même 30% des mecs dans mes sondages qui étaient plutôt à gauche ou centre-gauche. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est ce que je voulais. Pour pouvoir avoir de l'info qui était parfois de l'info culturelle, de l'info un peu comme un média normal qui parle de tout, pas orienté, identitaire ou quoi que ce soit, normalisant, pour pouvoir y mettre une fois de temps en temps un truc bien tapé, quoi. D'accord. Et ça, j'avais à peu près 1,8 million de vues par an la première année. Oh, c'est beaucoup. Hein. Je trouvais ça pas mal, Wow. Avec quelques buzz. J'ai sorti le Nick Conrad. C'est moi qui l'ai sorti avec Adoxa. Ouais. Tu veux dire qu'il a sorti son clip sur YouTube et c'est toi qui l'as déniché. Je l'ai déniché. J'aurais pas lu d'ailleurs, c'est con. Mais non, mais ça j'ai fait une fois, je le ferai plus. C'est pour ça que je le faisais plus fait après en disant avec les pitres là de les cotorep là de LDNA là. Ah oui. La élite noire africaine. Là. Exact. Donc eux, par exemple, genre. Ces types-là. Parce que ça leur fait de la pub. C'est vicieux. On est leurs idiots utiles. Voilà, ça t'apporte du trafic, on est content d'avoir des vues, etc. Mais en fait, ça les fait vivre. C'est du trafic illégal, donc j'ai dit ça, j'arrête. c'est pas de la bonne cam. Donc je leur fais de la pub très clairement, et plusieurs fois je leur ai fait de la bonne pub. Parce qu'après, c'est repris sur d'autres sites, etc. Donc j'ai dit, ça, j'arrête de le faire. J'avais tweeté même. Et effectivement, je me suis dit, j'avais fait ce petit Made in au Bataclan, j'avais lancé la pétition. Là, ça a été utile pour le coup, puisque là, symboliquement, on a gagné. Quoi. Ouais, clairement. Ça a été repris par plein de monde, etc. Donc j'étais content d'avoir lancé cette pétition, reprise par Adoxa, pour faire un relais un petit peu médiatique par la réseau. Et après, au bout d'un an et demi, alors déjà, ça prend un temps fou, parce qu'on est sur le qui-vive tout le temps, c'est bénévole, évidemment. Même s'il y avait quelques dons qui me permettaient de faire tourner la boutique, le truc, quoi. Et je me suis dit, ok, j'ai fait X millions de vues, mais si on fait 5, ça change quoi ? Et 10, ça change quoi ? Ça change beaucoup, ça change pas beaucoup.
Et je dis, à force de... Tu te lèves le matin 6h, il sait quoi, il se passe quoi. Oui, parce qu'en plus, il faut être tout le temps sur l'actu, il faut rien rater, quoi. Tout le temps. Ouais. Donc, quand c'est ton métier, tu dis, bon, pourquoi pas. Tu fais ton boulot, tu vas chercher, tu vas dénicher la bonne actu, tu as des réseaux qui t'envoient des trucs, des machins. Mais au bout de 2 ans, j'étais sur les genoux. Le dimanche, c'est tous les jours. Ça, c'est un truc que vous devez connaître l'envers du décor. Je sais pas, un site comme F de Souche, il faut comprendre qu'il y a des gens qui font de la veille. C'est-à-dire, maintenant, Sotarel n'est plus seul, il a plusieurs personnes. Et pourquoi ils sont toujours sur le qui-vive? Parce que quand Sotarel il dort, il y en a d'autres qui veillent sur l'actu, parce que sinon tu rates une actu la nuit, t'es pas le premier à newser et tu passes à côté. Et clairement, il faut être le premier, il faut être dans les premiers pour avoir. On voit bien sur les sujets comme Papacito le clash, Papacito Mélenchon, si on les premiers à le faire, ça va buzzer, mais partout, c'est quand même malade quoi. Et ça va durer 24-48 heures. Ouais, parce que tout le monde prend la première source sans se prendre la tête. C'est ça. Et après, les mecs qui vont chercher dans les grands médias, cliquent, ils tapent le truc, c'est quoi le premier ? C'est lui qui l'a fait en premier, allez, je le reprends. Voilà. C'est terminé. Ouais. Et donc, ça demande, pour être sur le coup, sur les premiers trucs, j'avais sorti un truc, mon article, étonnamment, qui a marché le mieux, c'est un article, c'était au moment des Gilets jaunes, sur Brigitte Macron, qui avait refait l'intérieur de l'Élysée. Ah oui, on est retourné 3 siècles avant que le peuple mange de la brioche. C'est ça, Marie-Antoinette. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même, c'est tout à fait ça. Et je me suis dit, quand même, ils sont balèzes au niveau communication. Claquer 500 000 balles dans la rénovation, assez discutable d'ailleurs, de l'intérieur de l'Élysée, c'est quand même assez fou. Et donc j'ai pris des photos et je l'ai fait un article dessus. Et c'est là que je me suis dit, putain, mon article, il est nul. C'était juste factuel, il n'y avait pas de fond, rien du tout. C'était un article très gala par image, quoi. Il n'était pas cassé, je ne pensais pas que ça allait faire un buzz pareil. J'ai vu des centaines de milliers de vues sur cet article-là. C'est parti de partout, c'était repris par des grands médias. Et je me suis dit, bon là, ok, ça a buzzé, mais au niveau des contenus et de mes idées, ça fait effet d'entraînement. C'est-à-dire que grâce à ce type de buzz-là, les autres articles remontent, sont vus. Mais je me suis rendu compte que quand même, ça prenait beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, et je voulais créer du contenu pur, de la création de contenu original. Et pour faire ça, j'ai dû arrêter. Donc alors les gens m'ont dit, mais t'es fou. Du jour au lendemain, j'ai tout supprimé. Tu aurais dû refiler le bébé à quelqu'un, comme ça aurait pas été... Je trouvais ça beau l'artiste qui brûle ses toiles. C'est un peu le poème de... comment il s'appelle Tu seras un homme, mon fils. Ah oui, bien sûr. Si tu sais voir ton œuvre détruite en un jour et te mettre à tout reconstruire, je me suis dit, allez, soyons un peu flambeurs là. 1 an et demi, 2 ans de boulot, j'arrête. De toute façon, ça t'a fait une expérience. C'était ça. Et puis ça, en fait, c'était une marche dans l'escalier. C'est comme ça que je le vois. Tout ce que je fais, c'est des marches dans l'escalier, puis on verra. Voilà. Et c'est ça. Et donc après, j'ai dit, là, il faut que j'ai pris un peu de temps de pause. Et j'ai commencé à écrire. J'ai dit, tiens, je veux écrire un bouquin. C'est vrai que je te suivais, puis à un moment donné, je t'ai vu un peu partir. Je me disais, tiens, il est où ? Et maintenant, il y a une double activité, à la fois une animation, des entretiens, de l'analyse, que tu produis des fois de l'analyse sur l'actualité, et en même temps, mais surtout ton travail littéraire, quoi. Et ce qui est amusant, je trouve, dans la façon que tu as d'écrire, c'est peut-être pour te divertir toi-même, tu écris des choses très différentes. Parfois quelque chose qui ressemble à des romans, parfois des micro-nouvelles très courtes. Pensée interdite, quelque part c'est un recueil d'aphorismes. C'est ça. Donc qu'est-ce qui guide en fait ton choix d'écriture ? En fait, j'ai commencé par les aphorismes parce que je trouvais ça vachement pratique pour pouvoir reprendre, pour que les gens puissent s'en nourrir et aussi s'en nourrir soit pour réfléchir, ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, une façon de voir les choses différente. Ou très clairement, il y en a quelques-unes de petites punchlines où on dit tiens, putain, ça, il faut que je la ressorte quoi. Et du coup, je me suis dit tiens, ça peut être un guide utile pour les gens en discussion ou pour s'éveiller à des points de vue un peu différents, des angles de vue différents. Et finalement, pourquoi pas ? Parce que Twitter, ça cartonne et Twitter, c'est des petits aphorismes d'une certaine manière. On peut l'utiliser comme ça, comme fait Camus. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, c'est exactement comme ça. Je me suis dit, tiens, Twitter, ça marche bien. Pourquoi je ferais pas un livre spécifiquement dédié à ça ? Donc effectivement, j'ai pris quelques-uns de mes tweets qui avaient bien marché. Et des fois, je pensais à un truc, je ne faisais pas forcément un tweet. D'ailleurs, je le mettais là, je dis, tiens, ça pourrait bien marcher. Je l'ai bien classé. J'ai commencé par ça. Et non, la littérature, c'est venu complètement différemment. Ben oui, en parlant d'écriture, notamment de fiction, comment on ne naît pas écrivain, on le devient. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé ? Alors, j'avais beaucoup de lacunes littéraires. Ça, je m'en suis rendu compte, je me suis rattrapé, j'ai travaillé, j'ai lu. Hein. Alors, attends, tu veux dire quoi par lacune littéraire ? C'est que tu avais peu lu ou tu faisais des fautes ? Non, j'avais peu lu. D'accord. J'avais peu lu d'œuvres classiques. Ok. Ça, déjà à l'époque, l'éducation nationale, ça commence à devenir compliqué. J'étais un peu feignant à l'école. Donc, je regrette de pas. Mais à l'époque, je regrette pas parce que j'ai pas envie. Et là, aujourd'hui, j'ai eu envie, donc je l'ai fait après l'école. Mais ça, c'est pour dire ce qui a nourri aussi mon envie de le faire.
Et c'est pendant que je faisais un article, une chronique pour Valeurs Actuelles, j'en fais une tous les dimanches, dans le Valeurs Actuelles Internet. Ouais. Et j'ai commencé à tourner des phrases, c'était sur le paysage, sur la France moche. Et puis j'ai commencé à faire des tournures. Je me suis dit, putain, mais je suis plus dans une chronique, là, je suis quasiment sur une chronique littéraire, mais ça m'a plu, mais vraiment. J'ai dit, putain, je me suis dit, tiens, ça m'a plu de le faire. T'as été emballé, quoi, par l'exercice. Ça m'a plu de l'écrire comme ça, en tout cas. Après, je sais pas si ça plaît aux gens, mais a priori, l'article en question a plu à certaines personnes, puisque c'est même pas moi qui m'en suis rendu compte vraiment. J'ai eu des retours en disant, mais en fait, il y a quelques passages, c'est très littéraire, en fait. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est ce qui me plaît, en fait. J'ai vraiment aimé le faire. La façon de décrire les choses avec des mots un peu particuliers ou des approches un peu particulières. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais écrire une histoire comme ça. Et puis j'ai participé à des concours de nouvelles, j'ai eu la chance d'être mon premier concours de nouvelles d'être lauréat. C'est drôle ça. Et ouais, c'est marrant. C'est motivant. C'est super motivant. Donc du coup, si vous avez, j'en reviens à tout à l'heure, je vais lancer un grand prix de la micro-nouvelle. Ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, le prix est lancé depuis mi-juin, fin juin. Je ne sais plus exactement. Et c'est l'occasion, ça va durer jusque mars-avril 2022 pour laisser aux gens le temps de s'imprégner de ce que c'est, de le faire et surtout de diffuser l'info. Parce que mais il y aura... Il y a beaucoup de participants pour que ça marche, quoi. C'est ça, pour que ça marche. Et puis, avec un réseau dans les écoles, etc. Enfin, ça va réseauter pour qu'il y en ait beaucoup. Il y aura à la clé une dotation de 1 000 €. C'est pas le plus important, mais c'est quand même intéressant. C'est un des rares prix avec une si forte dotation dans les concours de nouvelles. Une publication à la clé. Ça, c'est intéressant aussi, en partenariat avec la Nouvelle Librairie. Cool. Et derrière, des interviews, évidemment, avec TV Liberté, nos partenaires, quoi. TV Liberté, Nouvelle Librairie, etc. Donc, l'occasion de se faire découvrir quand on écrit bien. Clairement. Donc, il y a deux objectifs, ce Grand Prix. D'une part, de dénicher des talents qui sont a priori dans notre sphère d'idées, etc., mais qui est ouvert à tous pour autant. On est vraiment sur un concours littéraire. On n'est pas sur un concours... Est-ce qu'il y a un thème Non, zéro. D'accord. Il faut que ça respecte un rythme, c'est-à-dire... moins de 1000 signes, donc c'est très court, ça fait 6 lignes, pas plus. Il faut qu'il y ait un rythme, donc ça respecte début d'histoire, twist, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un retournement de situation, et puis une chute surprenante. Tout ça en moins de 1000 signes, donc c'est assez compliqué. Donc tu dis que ça fait à peu près 6 lignes, c'est ça ? À peu près. Comment on peut faire une histoire en 6 lignes là, je peux en lire une. Bah ouais, pourquoi pas. Voilà. Parce que c'est vrai que toi, tu t'es un peu spécialisé dans les... sur Twitter, je sais pas, tu écrivais des micro-nouvelles. Tu demandais aux gens, par exemple, mais même moi, en fait, tu l'as fait pour moi, mais tu te rappelles plus. Tu disais, donnez-moi un mot et je vous écris une micro-nouvelle. Tu en avais fait Oui, je crois que je t'avais donné locomotive comme mot et tu avais écrit un truc avec locomotive. Ah ouais. C'est étonnant. C'est marrant. J'aurais dû te le faire, effectivement. Ouais, je me rappelle. Tu avais fait ça avec plein de gens, c'était assez drôle. Ouais, c'est pour s'entraîner, pour dire, tiens, dites-moi un mot, ça va m'inspirer ou pas, et j'essaierai de le faire. Ouais, c'est pas mal. Faut que je locomotive. Locomotive, ouais. En fait, tu avais posé la question sur Facebook. J'avais répondu locomotive. Et je l'ai fait. Et quelques temps après, tu m'as identifié, genre tiens, voici la réponse. Je vais lire celui-là. Bah oui, si tu le retrouves, c'est cool. Faut que je le retrouve. Mais c'est pas mon plus beau, celui-là, il est juste... voilà, il y a des micro-nouvelles qui sont esthétiques, où on raconte pas forcément une histoire, mais on raconte un moment de vie. Voilà. Où ça peut paraître beau ou pas d'ailleurs, mais on essaie de le rendre beau. C'est un peu comme le poème de Baudelaire, à une passante, il n'y avait pas vraiment d'histoire, ça raconte un moment. C'est ça, où le ciel basé lourd, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Et de faire passer une émotion, une charge émotionnelle. Et d'autres où vraiment il y a quelque chose, il y a la charge émotionnelle qui est très forte, que j'essaye de faire très forte, parce qu'en plus elle est surprenante, et qui rencontre un moment de vie aussi. Et bon là j'en ai, je vais vous la lire après. Pendant que tu cherches, donc je rappelle que si vous êtes intéressé pour ce concours de micro-nouvelles, en description de vidéo vous trouverez un lien qui vous expliquera comment faire et comment concourir pour être dans les clous. Alors il faut aller sur le site de la Nouvelle Librairie, sur l'onglet événements, où il y a quelques exemples de micro-nouvelles que j'ai écrites, juste pour donner un horizon, l'idée de ce que ça peut être. On peut faire des micro-nouvelles esthétiques, mais l'exercice du Grand Prix, c'est vraiment de faire une micro-nouvelle à chute, puisqu'il faut quand même au niveau éditorial, qu'il y ait une ligne éditoriale qui soit vraiment constante, et on n'a que des micro-nouvelles à chute. Et en plus de ça, donc c'est ouvert à tous, c'est pas forcément ouvert aux gens qui sont de notre cercle idéologique, c'est vraiment ouvert à tous, mais il faudra quand même que ceux qui vont le plus nous intéresser, je pense, ce sera des micro-nouvelles qui vont raconter quelque chose qui nous parle, parce que l'idée aussi, c'est ça le deuxième objectif, c'est d'investir un genre littéraire très méconnu
et qui est en plus à investir qui n'est pas investi par le gauchisme, l'extrême gauche ou l'idéologie dominante. Créer un format, en fait, il y a une ambition derrière ça. Il y a ça. Et puis je crois au format court. Je crois justement je vais d'ailleurs faire un éloge du bref quand je sortirai mon recueil de micro-nouvelles. C'est drôle ça, c'est un joli titre, éloge du bref. Je sais pas si tu vas le garder, mais il est parfait. Si, c'est comme ça que je le veux. Ouais. L'éloge du bref, pourquoi le bref, pas le court, le bref. Pourquoi le bref, et j'expliquerai quelle est la différence que je fais entre le bref et le court. Pourquoi le bref est à l'image de notre époque. Lorsqu'on avait mon guerre épée, des trucs qui font l'assommoir, des trucs qui sont énormes, ça avait aussi un sens parce que le temps était plus long. Ça correspondait à l'époque. Ça correspondait à une époque où le temps était long, le temps passait lentement. Lorsqu'on avait des soirées d'hiver, des veillées autour de la cheminée où une dame une dame de bonne compagnie, mais dont le mari était très occupé et qui n'avait pas forcément de boudoir, n'est-ce pas? Et donc qui lisait auprès de sa cheminée, elle pouvait lire pendant 5 ou 6 heures, pendant de longues nuits d'hiver. Et c'était bien d'avoir beaucoup de contenu à lire, bien sûr, prendre le temps. Et voilà, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est différent. Lire, c'est un effort, c'est actif, c'est pas passif comme la télé. Donc c'est difficile de se dire, tiens, je vais me poser et je vais lire ce gros bouquin-là. C'est très compliqué. Alors qu'il y a une petite nouvelle comme celle que j'ai écrite, Le Châtelain, allez, pour un bon lecteur, en 1 heure, c'est torché. On peut la retenir et tout, en plus, on peut la dicter. On peut la lire plusieurs fois. Et je le fais, et c'est pour ça que c'est le bref, c'est pas le court. Je suis le plus concis possible. Tous les passages, d'ailleurs ma nouvelle au début elle devait faire 30% de plus, Le Châtelain là, que j'ai, qui est là d'ailleurs. D'accord. Et je l'ai relu pour virer tous les passages qui n'apportaient rien à l'histoire. D'accord, t'as fait une synthèse quoi, enfin un truc très court, punch. L'écriture c'est un peu comme la sculpture, c'est-à-dire qu'on a un premier jet, et ensuite donc on a la forme globale de l'histoire, et ensuite on va avec son petit scalpel là. Jolie couverture d'ailleurs. C'est effrayant. C'est une image. Quand on a lu l'histoire, on comprend pourquoi la couverture. D'accord. Et donc, on va avec son petit scalpel, on revient jusqu'à avoir un produit fini. C'est un peu l'idée, quoi. D'accord. Si tu veux nous en lire une ou deux, je sais pas. Allez. Il nourrissait avec frénésie le monstre d'acier dont le ventre réclamait toujours plus de charbon. Un panache de fumée s'échappait de la cheminée contre des nuages plus gris que lui. Je suis un très mauvais lecteur. La locomotive s'approchait de Nice et Daniel observait l'horizon qui naissait sur les toits de la vieille ville. Daniel, forcément. L'arrivée en gare se déroula dans la liesse. Le train déversait des grappes de Parisiens reconnaissants qui disparaissaient en lui adressant un dernier regard. C'était son dernier voyage. On se souviendrait d'elle, mais on oublierait celui sans qui elle n'était rien. C'était un petit hommage à un mec qui partait en retraite, qui était un peu l'anonyme, qui conduit et qui emmène les gens vers le rêve, vers le voyage. Et en fait, je cible tout, c'est l'une de mes premières, c'est pas la plus réussie. Je cible tout sur la locomotive en elle-même, etc., qui est juste le contenant. Je comprends, ouais. Et le pilote, le conducteur, lui, est dans l'animal plus total. Il s'en va en retraite, personne ne le sait, tout le monde s'en fout. C'est son dernier. Je comprends, ouais. Mais voilà, celle que j'aime beaucoup. Alors, la haine, c'est pas la plus belle non plus. Alors, toutes celles que je lis n'ont pas forcément une chute, mais c'est parfois un petit voyage, un petit machin. D'accord, ouais. Alors, celle-là est un peu plus prenante. Post-homme. Je ne sais rien de mes deux pères. Longtemps, j'ai cru à l'indéflectible lien de la filiation, fût-elle mimétique, à la subsidiarité maternelle, à l'insignifiance génétique. Mais le cœur ni le miroir ne sauraient mentir. Il me renvoie le reflet cruel de ce que je ne suis pas, un enfant naturel, et de ce que je suis, l'esclave d'un besoin d'aimer. Je suis un enfant sur mesure, produit d'un ventre alloué. Je suis un monstre d'amour, artefact humain, errant dans les limbes de l'utilitarisme géniste. Je suis né orphelin. Bon, c'est très bon une critique de la GPA. Ouais. Très beau. L'esclave du besoin d'aimer, c'est ça? Ouais. C'est une belle phrase. Merci. Ouais. Après, en plus, ce qui est bien dans les formats courts, c'est que tu peux vraiment travailler à la perfection d'une formule. Oui, c'est ça, la petite. J'en ai encore une deux. Allez, vas-y, attends, ça fait plaisir, tu rigoles ou quoi? Ça donne une idée. Hein. Alors là, il y a une chute pour le coup. Ok. La rencontre. Elle m'appelle monsieur avec cette voix posée qui appartient à un monde presque éteint, celui des échanges courtois et de la paysannerie instruite. Son regard, autant que ses gestes, me. Ah bah zut, je vais devoir la refaire celle-là. Pas de chute. Terminé. C'est drôle, remarque. Ouais, c'est très rigolo. Bah dis donc, micro-nouvelle, micro-nouvelle. Là, il s'est pas cassé le cul rose. Attends, où est-ce qu'elle est? Elle est où là? Alors, elle est ici. Voilà, on la refait du coup. C'est parti. Allez, on recommence. La rencontre. Elle m'appelle monsieur, avec cette voix posée qui appartient à un monde presque éteint, celui des échanges courtois et de la paysannerie instruite. Son regard, autant que ses gestes, me vouvoient, donnant à cette chambre austère,
une chaleur inattendue. Je pose ma main sur la sienne, creusée par le silence de la saison morte. Elle ne sait pas qui je suis, je ne sais plus vraiment qui elle est. Je lui parle. Elle m'entend mais ne m'écoute pas, divaguant à l'appel des pas errants dans le couloir de la mort en sursis. La première fois qu'elle m'appela monsieur, mon monde s'effondra alors que le sien n'était déjà plus. Je me décide à la quitter, ma présence ne la gêne pas, mais son absence m'est insupportable. Au revoir maman. Oh, ouais, d'accord. Tu vois, je vois. C'est Alzheimer, quoi. Après, la dernière, ouais, là, tu valorises, voilà. Tu te dis, ouais, ok, mais c'est qui, c'est quoi? Et après, tu dis, ouais. C'est peut-être plus facile, mieux à lire soi-même que j'aime pas trop parler des trucs. Oui, bah écoute. Bon, la dernière qui n'est pas d'ailleurs une nouvelle à chute. J'en ai fait d'autres, mais je ne les vois pas toutes là. Hein. Génération identitaire. Je leur ai fait ça au moment où ils allaient se faire dissoudre, là. Ouais. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, il faut que je fasse un truc avec mes triples. Nous sommes la génération oubliée, née dans le sillage d'une histoire effacée, élevée dans le déni de notre identité. Nous sommes la génération noyée dans la culture de l'autre, égarée dans les limbes d'une Europe en déroute, d'une France qui regarde se faner le buisson ardent de son aura millénaire. Nous sommes la génération des condamnés à la repentance, au silence, aux fautes que nous n'avons pas commises auprès de ceux qui n'en ont pas souffert. Nous sommes la génération qui s'éveille dans la torpeur d'un peuple qui ne croit plus en son destin, inconscient du danger de bientôt n'être plus. Nous sommes la génération qui se lève sur les toits de notre terre, point levé face aux artisans de notre perte. Nous sommes la génération qui se bat pour ne pas endurer le funeste destin du dernier des hommes. Nous sommes la génération identitaire. Voilà. On est très politique celui-là, mais effectivement... Ouais. Voilà, il y a de tout. Alors pour le Grand Prix, c'est pas forcément politique, ça peut être tout un tas de trucs. Moi, j'en ai fait plein là en fait. Mais t'en as écrit combien à peu près en tout Là, j'en ai écrit de la moitié du bouquin que je vais sortir. D'accord. Donc, ok. Et c'est tout petit, donc ça fait 1000 caractères, entre 600 et 1000. Ce qui est intéressant, c'est pour quelqu'un qui n'a pas le temps de lire ou qui n'en a pas l'habitude, il peut lire 3 à 4 nouvelles, et puis après il se couche et le lendemain il en lit encore 2-3. Une façon de consommer un livre qui est un peu nouvelle. Un peu différente, ouais. Il y a un truc aussi que j'aime bien chez toi, c'est ta manière de pitcher tes sorties. C'est-à-dire, par exemple, il y a un livre que tu as diffusé gratuitement. Tu as eu cette stratégie comme ça pour inviter les gens à la lecture. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est le journal d'un remplacé. Pourquoi tu dis, tiens, je vais l'offrir à mes followers Telegram? Ça, il faut jamais le faire, je pense, pour un premier livre. Ouais. Ça dévalorise la démarche, ça dévalorise l'auteur, ça dévalorise le livre et le travail. Je me suis permis de le faire parce que c'était à peu près ma 5e démarche d'écriture. T'as déjà un lectorat, donc... j'ai un petit peu de monde qui me suit, donc je me suis dit, ça va pas forcément dévaloriser le travail que j'ai fait avant, mais ça va donner vraiment l'impression de faire un cadeau à son lectorat et de pouvoir l'élargir. Il y a eu à peu près 500 téléchargements là, depuis le lancement, ce qui est plutôt pas vilain. J'aurais jamais vendu 500 bouquins si j'avais fait l'autre chose. Donc je me suis dit, l'objectif est déjà partiellement atteint et je pense que ça va continuer puisque j'ai fait quelques médias. D'ailleurs, encore merci de m'inviter, ça va permettre aussi peut-être de donner envie aux gens de lire ce bouquin. Et je me dis, bon, quand il y a la barrière du prix, les gens, je peux comprendre si ça coûte 15 balles, parce que celui-là, il va faire quand même 250 pages. Donc, c'est un bouquin qui aurait été vendu entre 12 et 15 euros, je pense. Oui, on peut difficilement faire moins. Ouais. Voilà, c'est ça. Sauf que là, il est offert. Je ne vais pas dire gratuit, parce qu'il y a un travail derrière. Il est offert. Bien sûr. Pourquoi? Parce que d'une part, ça me permettra peut-être, de mon côté, de manière très égoïste, à augmenter mon lectorat et donner envie aux gens d'aller lire ce que j'ai fait à côté. Ouais. Et surtout, je me suis dit, c'est un travail militant et c'est un travail qui est analytique et qui offre aussi des points de vue, des angles de vue sur plein de sujets différents et dans lesquels on peut ouvrir les yeux si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord en disant « Ah, j'avais pas vu ça comme ça ». Donc même les gens, d'ailleurs je le dis dans mon introduction, qui passent par là un peu par hasard et qui ne sont pas du tout de mon avis, s'ils ont un peu d'honnêteté intellectuelle, même sans l'avouer en le scandant sur les toits, il faut peut-être se dire « J'avais pas vu les choses comme ça » et peut-être que ça peut aussi un petit peu les faire réfléchir. Moi, je sais pas, les mecs qui sont endoctrinés, c'est mort. Mais ceux qui sont dans le no man's land idéologique, c'est eux en fait notre cible. Enfin, c'est la cible que je vise. En disant, j'ai pas trop d'avis sur ça. On en dit que ça. Bon, peut-être que je suis assez d'accord, mais en fait, j'ai pas d'idée. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Il y en a encore beaucoup qui votent au feeling, machin. Bien sûr, qui s'intéressent à la politique 10 minutes par an. C'est ça. Mais tu sais, c'est fou, cette stat, elle est vraie, qu'il y a énormément de gens, je me souviens plus malheureusement du chiffre, énormément de gens qui hésitent jusqu'au dernier moment pour qui ils vont voter. C'est-à-dire, au moment où ils se rendent aux urnes, ils ne sont pas encore sûrs. C'est fou. Ça veut bien dire que c'est à la petite phrase, c'est ça, à la punchline ou à la bonne tête. Ça se joue à pas grand-chose en fait. Le destin même d'un pays, c'est dingue. C'est ça. D'où je parle de démocratie dévoyée et j'ai tout un chapitre là-dessus. En fait, le journal d'un remplacé, c'était quoi l'objectif intellectuel? Si tu veux synthétiser un peu la pensée de la droite nationale sur...
c'était, l'idée c'était de dire, forcément le titre c'est le plus accrocheur possible pour dire ah tiens on va parler du grand remplacement, ce qui est vrai, mais pas que, mais aussi de ce que Camus appelle le petit remplacement. C'est tout ce qui permet et qui rend possible le grand remplacement. C'est-à-dire la déculturation, la culture en lui-même, Renaud Camus la critique, ce mot culture. Voilà. La perte du français, du goût des bonnes manières, du rapport à la terre, du rapport à son identité, du rapport à l'autre, tout un tas de choses comme ça. On est en pleine déculturation, vraiment. C'est pas que ça le petit remplacement, c'est tout un tas de choses. Camus a une formule, il dit le petit remplacement c'est le changement de classe, le grand remplacement c'est le changement de race. Une formule un peu choc comme ça, mais qui a le mérite d'être assez claire. Et il dit aussi que le petit remplacement ne serait pas, enfin le grand remplacement ne serait pas possible, sans le petit remplacement qui le facilite et qui se nourrit l'un l'autre. Et effectivement, les gens, s'ils étaient toujours aussi éveillés, aussi instruits, aussi alertes sur les questions qui nous intéressent, le grand remplacement n'aurait jamais été possible, ou n'aurait jamais pu commencer. Il y aurait eu plus de force en fait dans le peuple, plus de résistance. Ça n'aurait pas été possible, très clairement. Tout simplement. Ça, il y a 150 ans, c'était pas possible. Non, mais c'est vrai que moi, au début, je ne comprenais pas où il voulait en venir avec cette notion de petit remplacement. Et il y a un exemple qu'il donne qui m'a frappé, c'est la culture du toc. C'est-à-dire, pendant longtemps, il y avait le luxe, et le luxe était inaccessible pour plein de gens. Et vu comme ça, en plus avec Camus, qui a une façon très aristocratique de parler, pour dire mais qu'est-ce que c'est un riche qui veut qu'on n'ait pas ce qu'il a lui. Mais c'est pas ça en fait, c'est plus profond, c'est qu'on s'est habitué à avoir des sous-produits et que les sous-produits remplacent les vrais produits, le vrai luxe. Et quand on s'habitue à ça, en fait, on s'habitue à la médiocrité. Et quand on est habitué à la médiocrité, on accepte beaucoup plus de choses. C'est tout à fait vrai. Et oui. Et alors ça, du coup, même moi, en tant que consommateur lambda, mon grand-père me disait le bon marché coûte cher. Mais c'est du bon sens populaire, ça encore. Effectivement, un exemple tout con, j'ai acheté plein de couteaux, j'ai déménagé plein de fois, des couteaux chinois à la con. J'en ai acheté 10 services. J'aurais acheté dès le départ, ce qu'on faisait avant d'ailleurs, et qu'on a trouvé démodé et un peu naze, et donc on ne le faisait plus, le service de mamie, de maman, que tu restes toute une vie, voire plusieurs générations. T'en changes jamais, mais tu peux changer d'autres choses, tu peux changer des tableaux, plein de trucs, mais ça tu peux le garder quoi. Et c'est fabriqué en France, c'est de la qualité. C'est terrible, c'est vrai des meubles aussi, tu sais les meubles Ikea sont fonctionnels mais ils durent beaucoup moins longtemps. Et je me souviens lorsqu'on a dû déménager il y a quelques années, on avait des très vieux fauteuils qui avaient vraiment une très bonne qualité, en fait objectivement ils avaient de la valeur et on ne pouvait pas les déplacer, c'était embêtant, on a voulu les vendre et on ne les a pas vendus parce qu'ils ne valaient plus rien. C'est ça, esthétiquement. Et non mais le mec nous a dit mais les gens ne veulent plus, ils veulent que des trucs nouveaux. C'est ça. Alors que c'est des fauteuils de super qualité. Le gars nous a dit mais gardez-le parce que c'est de la qualité en fait, vous êtes bien assis dessus. Et ben oui c'est ça, et du coup, mais après avec le temps tu reviens un peu sur ces questions-là en disant ouais mais finalement c'est pas si mal que ça. Et donc ça revient aussi à la question de l'égalitarisme. Tout le monde peut tout avoir. Je suis désolé, moi je rêve pas d'avoir, enfin j'en rêve même pas parce que je sais que j'en aurai jamais, même si j'ai bien les belles voitures. Une voiture à 300 000, j'en rêve même pas. Je sais que je l'aurai pas. Alors que si tu descends d'un cran, tu te dis mais pourquoi des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une très belle maison sur la côte en rêveraient et exigeraient. À un moment donné, Camus est pour la discrimination en disant mais oui, discriminer c'est choisir et c'est ce qui fait qu'on est devenu aussi un grand peuple. Toutes les grandes écoles sélectionnent. Bien sûr. Si elles ne sélectionnent pas, à un moment donné, on va aller vers la médiocrité. Et on est en pleine médiocratie. C'est ça. Médiacratie. Pour que tout le monde ait accès à tout, à un moment donné, il faut niveler vers le bas. C'est ça. Voilà. Et donc ça ne rend plus honneur à ceux qui ont eu la valeur travail, le mérite, des gens qui parfois partent de rien ou de très très bas et qui arrivent à force de travail à grimper les échelons. Et c'est aussi pour ça que l'ascenseur social est un peu rouillé. Et donc pour revenir sur la question, oui, c'est en libre téléchargement sur mon site, donc grégory-rose.fr, bientôt déjà sur la Fnac, sur Kobo, et bientôt sur Amazon, sur toutes les plateformes, il suffit de faire clic télécharger. D'accord. Tout simplement. C'est un livre que tu veux maintenir offert. Il sera toujours offert. D'accord. Je sais que j'en ai eu d'autres avant, j'en aurai d'autres après. Celui-ci, c'est vraiment le truc, une espèce de produit vitrine un peu. Je comprends. Qui a c'est à mi-chemin entre le travail de pensée interdite qui a plutôt bien marché, j'en ai vendu à peu près 2000. Ah oui, quand même. En auto-édition, c'est plutôt pas mal. C'est bien, ouais. Où on va plus loin que l'aphorisme, c'est plutôt un journal de bord où j'ai des réflexions, où j'ai des petits aphorismes dedans, mais avec une réflexion assez cadrée sur des sujets ou des réactions. Et puis l'essai avec le fil rouge sur monothématique, mais voilà, on est entre les deux. Et donc les gens peuvent le lire d'une traite, ou alors choisir un chapitre, ou même point par point, quoi.
Sous-titre par sous-titre. Ouais. À propos de ce livre, j'ai une question qui est liée au thème de l'écologie, parce que tu as bien de l'aborder qui est un peu différente des autres. Ouais. Quand tu parles de conservatisme vert, qu'est-ce que tu entends par là et quel est ton point de vue en fait sur l'écologisme actuellement, quoi? Je pense qu'aujourd'hui, qu'on parle d'écologie, de féminisme ou de progressisme, on est sur des valeurs un peu refuges, vertueuses. Ouais. Progressisme, il y a le mot progrès dedans. C'est très vertueux de parler de progrès. D'ailleurs, je suis progressiste, je suis pour le progrès, je suis pour l'évolution, je suis bon. C'est comme dire qu'on est pour la paix. C'est ça, valorisant. Je suis contre la peine de la fin dans le monde. Ouais. Très bien. Mais on sait comment. C'est qui est pour, voilà. Donc, mais par opposition, il y a le plus souvent, on oppose conservateur et progressiste. Ouais. Moi, je me définis au moins partiellement comme étant un conservateur, mais pas pour toutes les questions. Ouais. Je ne suis pas un hyper traditionnaliste, même si j'aime beaucoup les traditions et l'ancrage terrien. Mais il y a plein de sujets sur lesquels je suis assez libéral, notamment en matière économique. Mais il faut trouver un équilibre, en fait. Ouais. L'hyperlibéralisme, c'est évidemment non. Le mondialisation à outrance, c'est évidemment non. Il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas être réactionnaire et renfermé sur des idées passéistes. Par contre, il faut une accroche, il faut une racine. Si on n'a pas de racine, on n'est rien, on est des vagabonds, on est des nomades, on revient à 100 000 ans en arrière. Enfin, j'exagère, mais c'est 20 000 ans en arrière. Et pour moi, l'écologie, c'est devenu dans la main de ceux qui s'en servent, qui, je pense... ELV, pour moi, c'est des écologistes de pacotille, quoi. Ils ne parlent que de climat, d'écologie punitive, d'éoliennes, c'était ça, mais à un moment donné... C'est vrai que cette écologie punitive, t'as pas envie de signer pour ce contrat. T'as pas envie de signer, non. En plus, c'est une vraie arnaque intellectuelle et morale, parce que ils ont l'affichage vert, les gens qui pensent vraiment vouloir revivre mieux. Et souvent, c'est dans les villes bobos un peu, où les mecs sont un peu névrosés parce qu'ils n'ont pas de jardin. Et globalement, je suis un peu raccourci, mais c'est un peu ça. Et globalement, soit ils veulent s'acheter un petit jardin à l'extérieur, ou alors ils veulent manger des produits bio et du tofu, quoi. En disant, super, je suis proche de la nature. Sauf que pas vraiment, à un moment donné... Le raccourci, je mange du tofu, moi j'aime la nature. Je suis écolo. Non, t'es pas écolo. Mais par contre, t'as voté pour un écolo, et donc l'écolo, il va t'interdire de prendre ta voiture, donc tu vas te démerder pour chercher tes gamins à aller bosser. L'écolo, il va te mettre des taxes. L'écolo t'empêchera de prendre l'avion. L'écolo va t'imposer à tes gamins de manger à la cantine. Parce que derrière, c'est ce que j'appelle l'autre péril vert. Oui. Ça, je dois dire, c'est un des mèmes les plus drôles que j'ai vu de toute ma vie, et c'est Damien Rieu qui l'a fait circuler, c'est pas lui qui l'a fait. Enfin, mais, ah oui, la mosquée, les éoliennes. Une image avec une mosquée et des éoliennes. Le projet de ELV, quoi. Je crois que c'est Coronours qui avait fait ça. Ah, mais c'est très drôle. C'est très drôle parce que c'est vrai, simplement. Oui, c'est ça. C'est aussi con que la vérité. C'est tout ça. C'est tout simplement vrai. Et donc, pour moi, le conservatisme vert, alors, je faisais référence à un livre de Roger Scruton, qui était un philosophe en britannique, et qui considérait que les conservateurs devaient s'intéresser, puisque l'écologie est éminemment conservatrice, puisque c'est un rapport à l'inter, un rapport à ce qu'on veut conserver, très clairement. Et surtout, dans ce que j'explique, ça fait quand même pas loin du tiers du bouquin, la partie écologie, c'est quand même important, c'est de dire, arrêtons de parler d'environnement, parlons de nature, reprenons des mots simples. C'est sûr que c'est un beau mot. C'est un très beau mot, qui n'est pas galvaudé, mais est complètement oublié finalement, ce mot. Et la nature, l'homme, c'est ça l'écologie, c'est l'équilibre entre le respect de la nature, trouver une symbiose en fait, entre l'homme et la nature, et ça on l'a oublié. Donc c'est plutôt des environnementalistes ou des écologistes au sens politique du terme, qui vont nous imposer des mesurettes, d'une part punitives, et d'autre part qui ne sont pas forcément écologiques. Prenons l'exemple des éoliennes. Très bien, c'est vrai que pour le coup, c'est une vraie énergie renouvelable, puisque le vent, et par définition, avec le mouvement des masses d'air et la force de Coriolis, ne bougera jamais. Et il y en aura toujours du vent. Donc on peut servir cette force pour faire de l'électricité. Mais quels sont nos besoins en quantité ? Quelle est la capacité de production de ces éoliennes ? Donc aujourd'hui, avec comment on appelle ça, à part l'éolienne offshore, c'est encore un autre sujet. Mais c'est rien par rapport ça ne suffit pas à nos besoins. C'est ça, simplement. À l'électricité hydraulique, par exemple. Et les écolos allemands ont commencé par arrêter tout leur nucléaire. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Centrale à charbon. Alors, ils vont chercher du charbon en Pologne, ils l'achètent. C'est ridicule. Et on a eu il y a quelques années une grande vague qui a duré une semaine de pollution en France, une très grosse vague de pollution,
personne n'a rien dit pour les relations franco-allemandes, mais ça venait d'Allemagne. Ah oui. Ça venait des centrales à charbon allemandes. C'est passé dans quelques médias, mais ça n'a pas été relayé. C'est incroyable, quand même. Abandonner le nucléaire, passer aux éoliennes, revenir au charbon. C'est ce qui doit se passer en France, parce que d'après ce qui a été décidé, on va en fermer plein, une vingtaine de machins qui ne sont pas renouvelés, et on pense qu'on va atteindre une sorte de mix énergétique d'ici une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, ce qui, à mon avis, sauf si on fait de très très gros progrès, n'est pas forcément vrai. Alors, je ne suis pas contre l'énergie éolienne, je ne suis pas contre l'énergie photovoltaïque, mais il faut quand même, et c'est toujours pareil, il ne faut pas être extrême d'un côté ou de l'autre. Il faut essayer de se poser, de se dire, bon, la démarche, effectivement, elle est écologiste, c'est-à-dire se servir du soleil pour créer de l'énergie, c'est très bien. D'où viennent les matières premières? Les terres rares en Chine, on n'en parle jamais. Les terres rares, par définition, elles ne sont pas renouvelables. Hein. Et comment on recycle les pales photovoltaïques aujourd'hui? Il y a des déserts de pales photovoltaïques enterrées. C'est combien de millions de tonnes de béton qui sont dans les champs aujourd'hui pour y mettre des éoliennes, et sans parler des paysages. Bien sûr. Ou des figurations verticales des paysages. Tout à fait. Il y a tout un tas de sujets qu'on pourrait mettre sur la table. Et je parle de Greta Thunberg, forcément. Je me moque un peu d'elle. C'est vrai, elle fait un peu moins l'actu en ce moment, mais quand même, c'est incroyable. À ce jeune âge, comme ça, donner une telle responsabilité à quelqu'un. C'est fou. Mais c'est de la maltraitance. J'avais fait une pétition d'ailleurs qui a été relayée dans quelques médias en disant qu'il fallait mettre en tôle à ses parents. C'était je fais de la provoque, mais c'était de la maltraitance. Mais c'est pas faux. C'est une enfance brisée quand même. La fille, elle a un syndrome, autistique, Asperger. Donc c'est quelqu'un qui doit être encadré, qui doit être protégé. Et au lieu de ça, ils en font une bête de foire internationale. Complètement. C'est merveilleux. Tu vois bien la gamine, quand elle parlait elle a 16 ans, elle a beau être assez mature pour son âge et avoir quand même une maîtrise de l'anglais et des connaissances. Toutes les questions qu'on pouvait lui poser, non. Elle récite un texte. Complètement, mais ce qui est normal à son âge et c'est évident. Moi, ce qui m'a plu dans la partie écologique, c'est que je trouve que parfois les gens qui ont l'esprit droitard, et même certains présidents, je pense à Bolsonaro par exemple, ont un je m'en foutisme vis-à-vis de l'écologie qui est presque insultante. Parce que c'est pas parce que je suis de droite que j'en ai rien à fiche de la nature. Et je sais pas pourquoi il y a cet esprit purement réac, un peu con-con. Par opposition, et par absence d'idées peut-être aussi. Peut-être, tout simplement, mais il se positionne fermement contre ça. C'est-à-dire de dire il n'y a aucun problème, etc. C'est dommage. Il y a effectivement des problèmes. Le problème, c'est que l'angle d'attaque pour les résoudre, pour moi, c'est pas le bon avec le ELV. Et ELV, c'est aujourd'hui, on parle de pastèque, c'est ça, c'est un affichage pour faire passer d'autres idées. On n'est pas purement. D'ailleurs, je pense que l'écologie ne devrait pas être un parti politique. Oui, c'est un thème. C'est ça. La question s'est posée dans les années 90. Est-ce que c'est de droite ou de gauche? Bon, c'est devenu de gauche, on le sait. Même s'il y a encore des groupes écologie de droite. Ça devrait être un groupe de pression, en fait. Un peu comme du lobbyisme en fait, très clairement, en disant mais ça intéresse tout le monde, droite ou gauche, peu importe, il faut que vous preniez. C'est comme ça d'ailleurs que Hulot a travaillé sur la campagne de Sarkozy ou après, il a eu un poids énorme, Hulot, sur ces questions-là. Et il a été complètement décrédibilisé à partir du moment où il a pris des responsabilités politiques. Oui, c'est vrai. En plus, il a été dégoûté du truc. En parlant de thèmes que la droite a abandonnés, ou alors qui lui a échappé, la culture quand même et l'art. Moi, ça me fend le cœur. Ce qui sont deux choses différentes d'ailleurs. Alors disons l'art plutôt. Quand on parle d'art, un mec de droite, il va déconsidérer ça souvent. Il va dire bon bah de toute façon c'est un truc de gauchiste quoi. Et moi ça me fend le cœur parce que précisément parce qu'on aime l'art classique, parce qu'on est de droite, pour tout ce qu'il avait, le travail, la minutie, etc. Tout ce qui faisait en fait des œuvres du passé, des œuvres souvent immortelles, c'est vraiment à nous de porter ce flambeau de l'art. Et je ne sais pas comment faire entrer cette idée dans la tête des patriotes. Vraiment, alors, de temps en temps, laisser un peu de côté l'actu et créer de l'éternel en fait. C'est ça, c'est tout à fait ça, créer de l'éternel, ou être candidat à l'éternel en tout cas, par la création. C'est ça, c'est tout à fait ça en fait. Et la différence entre la culture et l'art, je pense que c'est ce qui rebute pas mal de gens qui sont dans notre grand cercle idéologique, c'est de dire qu'on parle de féminisme, d'écologie ou de culture au sens large du terme, ce sont des thématiques qui sont complètement infestées et phagocytées par le gauchisme. Et donc, on identifie ces thématiques-là, donc en l'occurrence pour la culture, comme quelque chose de gauchiste ou un vecteur gauchiste. Et aujourd'hui, ce qui est valorisé, c'est pas les gens qui sont, parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui sont très très talentueux, qui font un peu des trucs classiques ou même très modernes, mais qui n'ont pas le concept. Aujourd'hui, ce que je reproche beaucoup à l'art, d'ailleurs j'ai écrit une petite micro-nouvelle là-dessus, où l'art l'objet artistique ne devient de l'art que lorsqu'il a été adoubé par le commissaire d'exposition ou lorsqu'il y a eu le carton d'explication
qui explique le concept, oui. qui explique pourquoi c'est de l'art. Tableau blanc de 8 mètres sur 3 mètres. Faut comprendre, il faut chercher. Le mec va dire mais c'est de la merde ton truc, c'est un tableau blanc. Non, tu comprends pas. Derrière, il y a tout ça. Codes. Il y a tout ça. Et il t'explique le pourquoi du comment. Et une fois qu'il a expliqué, ça devient officiellement une œuvre d'art. Donc c'est des mecs, ce sont des créateurs en fait qui font la pluie et le beau temps. Et donc forcément, face à des gens qui sont très talentueux, qui ont beaucoup d'expressivité dans ce qu'ils font, que ce soit de la culture, de la peinture, de la musique, de la littérature, s'ils n'ont pas les relais derrière pour se faire connaître et pour écraser de leur talent la médiocrité ambiante, c'est difficile justement. Et donc c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, et j'en ai quelques-uns pour l'année prochaine, des artistes de notre bord idéologique, pour dire attendez, la culture, l'art, enfin voilà, regardez, ça, c'est de l'art seulement si vous le décidez, si vous le trouvez beau, si vous trouvez ça esthétique, si ça dégage quelque chose, si vous reconnaissez le talent de l'artiste, voilà. Mais c'est à nous de décider, c'est pas le commissaire d'exposition de décider ce qui est de l'art ou ce qui est pas de l'art. Oui. Et au mec subventionné le plus souvent. Lorsqu'on voit une espèce de merde. Enfin, désolé, mais lorsqu'on voit une espèce de truc en plein dans un espace public qui a coûté 300 000 € sur une commande publique. Qui est moche comme tout. C'est au-delà du moche, en fait. C'est indécent. C'est indécent et ça questionne pas sur le pourquoi du comment ou de la démarche artistique. Ça questionne le pourquoi vous nous infligez un truc pareil. Pourquoi est-ce que vous nous mettez un Godemiché gênant en plein milieu du truc? Parfois, on se demande si c'est pas fait exprès, hein, pour démoraliser, pour instaurer le lait comme ça. Je sais même pas. Non, je pense qu'ils sont arrivés à un niveau où ils pensent que c'est tellement minimaliste, simplifié, que ça transcende l'art et la complexité, quoi. Je pourrais te sortir un truc de 30 phrases comme ça. Oui. C'est ce que je fais dans ma micro-nouvelle, je m'éclate là-dessus. Mais voilà, non, mais ça, ce que tu as dit a quand même du sens. N'importe quel Charles-Henri pourrait te dire sur ça, pourquoi c'est rectiligne. En fait, non, c'est pas rectiligne. Tu crois que c'est rectiligne, mais c'est une courbe. C'est la courbe du temps, la frise du temps que tu peux interpréter n'importe comment. Ça devrait faire comme ça un concours, expliquer une œuvre qui semble ne pas avoir de sens. Ça pourrait être marrant. Ou la banane. Le mec a une banane raccrochée sur un mur, c'est de l'art. Oui, il y avait un truc comme ça. Il y avait un mec, il a fait un happening d'extrême droite. Parce qu'il était venu, il avait mangé la banane. L'œuvre a disparu. Alors, les mecs sont des génies. Bah, ça, c'est drôle. Moi, à partir du moment où le mec a conscience qu'il fait de la merde, c'est un génie. Ouais. S'il croit vraiment à ce qu'il fait, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Et récemment, il y a eu, donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est de l'art immatériel. Via justement les crypto-monnaies, où quelqu'un a vendu une sculpture invisible. C'est un génie. C'est un génie. Mais le mec, je l'admire. S'il a conscience de l'arnaque qu'il a mis en place, c'est admirable. C'est le mec qui a dit... Alors, je pourrais raconter aussi des choses, mais j'ai joué à ça, moi. Comment ça? J'ai été... comment dire... sous pseudo, bien sûr, mais je commence à devenir une petite référence au niveau national, dans un niveau très très ciblé de l'art. Ok. Je fais des conférences dans les grandes écoles d'art. C'est sérieux? Ouais. À la Halle Saint-Pierre aussi. D'accord. Comment tu t'es inventé un personnage d'artiste, c'est ça? Complètement. Ouais. En fait, chercher des œuvres d'art à mettre dans mon tableau pour décorer mon appart, et j'étais sur eBay, parce que des fois, je me suis dit, tiens, si je peux dénicher un petit artiste pas connu, qui fait des trucs sympas. Ouais. Et j'ai vu des mecs qui vendaient de l'art brut, qui vendaient des trucs, c'était des trucs, mais des bonhommes tout laids, mais vraiment incroyables. Et en déconnant, j'ai dessiné un bonhomme balcon, et je l'ai mis en vente sur eBay. Je l'ai vendu 15 € avec des félicitations des mecs qui me l'avaient acheté. J'ai dit, ouf, il y a un truc, on va rigoler. Un filon, là. On va rigoler. Et donc ça finit, je suis chez la ministre de la Culture, j'ai des sénateurs. C'est incroyable. Je suis passé sur pas mal de médias comme ça, Le Monde, France 3 et tout. Sur des, Mais tu devrais faire une vidéo sur ce canular, c'est ça? Je le ferai, je le ferai un jour. C'est vraiment fun, ça. C'est à la fois un canular sans en être un, puisque je me suis pris au piège et j'ai commencé à dessiner des trucs complètement naze, presque des dessins enfantins, mais à force d'en faire, j'ai commencé à trouver un truc assez expressif. Ouais. Et j'ai vraiment fait des expos après, j'ai voulu des trucs, mais après j'ai arrêté. Je dis j'avais pas de talent, j'avais une expression dans les dessins, mais j'avais pas de talent particulier. Bah, j'aurais jamais cru, c'est audacieux. C'est ton côté filou, on le voit pas forcément en vidéo, mais t'es un filou, t'es un coquin. Alors sur un autre sujet, je sais pas si tu as remarqué, mais je sais pas si c'est parce qu'au milieu nationaliste, on va dire, mais il semble que pas mal de garçons, d'hommes, aient des difficultés avec les femmes, à trouver des compagnes, à fonder des amours solides, etc. Ouais. Et toi qui as un couple qui tient bien, qui est fiable,
Quel conseil tu pourrais donner, ou plus exactement, est-ce que tu comprends ce qui ne va pas actuellement en un mot, authenticité, c'est tout. Ouais. Ouais, oui, enfin, beaucoup de choses sont factices. Ouais. Et faut savoir ce qu'on veut déjà, où on veut aller et avec qui. Ça c'est facile à dire. Ensuite, il faut trouver. Mais bon, moi, s'est trouvé, mais un peu tardivement, quoi, mais de manière très très naturelle et authentique. On serait clairement à Paris, c'est le règne du faux et du factice, quoi. C'est le faux sel, comme dirait Camus. Oui. On est vraiment là-dedans. Non, faut aller dans les villes qui sont en dehors de la sphère parisienne. Je dis pas qu'à Paris tout le monde est pareil, mais très honnêtement, c'est très compliqué à Paris. On est dans un milieu, le règne du faux, c'est vraiment la capitale. Paris, c'est le règne du faux. Et puis une névrose d'une vie complexe, chère. Oui, d'une part. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi ce qu'il faut faire. Là, j'élargis, je fais un peu des ponts, mais c'est aussi ce qu'il faut faire dans notre cercle idéologique élargi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir chez l'autre le défaut ou le petit défaut et dire mais toi, moi, on a tous des défauts. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Quels sont les socles. Et après, le reste, ce que tu vois dans les défauts d'une fille, elle en voit chez toi aussi. Donc, bien sûr. Il faut trouver le juste équilibre. Et s'il n'y a pas ça, c'est tout. Ça ne marche pas. Après, je suis pas... Peut-être trop d'intransigeance. On a l'impression que les gens cherchent des choses trop complexes. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'exigences, de l'élitisme, etc. Après, j'avoue que je ne veux pas donner des conseils à la doc. Tu n'es pas coach en séduction, mais un petit avis comme ça, parce que c'est vrai que ça revient très souvent. On a beaucoup de jeunes hommes qui ont 25-30 ans qui sont célibataires. Donc c'est des gens qui ne sont pas dénués de qualité. On dirait qu'ils pédalent un peu dans la choucroute. Ah, mais justement, ils ont peut-être trop de qualité aussi. C'est-à-dire que ça peut aussi faire peur. Ouais. Et ça les rend aussi peut-être plus exigeants. Qu'ils ont atteint un certain niveau intellectuel, une culture, se disent mais attendez, moi je peux pas être avec quelqu'un qui en a pas. Mais pourquoi pas? Si vous entendez bien sur plein de sujets, on est tous des rocs à polir, quoi. À un moment donné, on n'est pas avec une culture par définition. La culture, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on veut l'apprendre, etc. Donc il faut trouver une complémentarité, je pense. Après, ça se trouve de toute façon. Vous allez y arriver. Accrochez-vous. Honnêtement, à 25 ans, il faut voyager, il faut pas trouver, faut pas chercher quelqu'un. Oui, pour un homme en tout cas, c'est vrai que. Toi, c'est ce que tu as fait, tu as pas mal voyagé quand tu avais 25 ans. Pendant une dizaine d'années. Ah ouais. On en parlait tout à l'heure en off, tu as fait beaucoup de pays. Pour découvrir. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait ouvrir les yeux sur la situation de la France. C'est en visitant l'étranger. Ouais, exact. Moi, ça m'a fait le même effet. C'est ça. En revenant des pays de l'Est notamment, où dès que j'en revenais, je me disais, mon dernier voyage dans les pays de l'Est, j'étais pas bien en rentrant. Je suis rentré gare du Nord. Et au bout d'un mois et demi, je me suis dit, voilà, mais non, ça va pas du tout. J'ai dit, ça va pas. Et tout à fait, c'est comme un produit de contraste, quoi. De tout à coup, on s'en rend compte en étant à l'extérieur. C'est bizarre. C'est ça. C'est un peu quand on s'extrait de son milieu dans lequel on se sent comme un petit poisson dans l'eau. Et en revenant, on se dit voilà, mais dans quoi je navigue là? On s'habitue, l'humain s'habitue à tout. Et puis après, en voyant autre chose, on se dit mais un autre modèle est possible, qui semble bien fonctionner, en tout cas, sur le plan sécuritaire, sur toute la confiance que les gens ont entre eux, ce genre de choses. C'est ça. Alors, on touche à peu près à la fin de l'entretien. Quelles sont tes ambitions pour la suite? Comment tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux produire? Je vis au jour le jour, déjà. Ça, c'est vrai, mais c'est chaque matin, je me dis c'est une merveille. On est là, on va profiter, il fait beau. Bon. Et moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas après pas, je sais pas où ça va mener tout ça. Mais j'ai aucune ambition personnelle. Je veux être un chaînon. Ok. Et je vais être un chaînon et le plus efficace possible. Être un passeur aussi. Je l'ai fait sur Twitter par exemple, il y a des petits comptes qui venaient d'arriver, j'ai dit putain lui, il est bon, tweet pour qu'il y ait un niveau critique. Et je dis ça y est, on va un de plus. C'est l'idée. Et ma chaîne YouTube qui aujourd'hui est petite, mais je sais qu'elle est assez suivie par certaines personnes. Donc je me dis voilà, j'invite des gens aussi qui sont un peu connus parce que j'ai envie de les inviter, ça me fait plaisir. Et je sais que ça va peut-être propulser, donner une image aussi à ma chaîne assez qualitative. Et ça va donner une image qualitative aux gens qui ne sont pas forcément connus mais qui font des choses intéressantes et qui pourraient peut-être leur donner un peu de visibilité. C'est comme ça que je le vois. Et personnellement, moi, vraiment, ce que je voudrais faire, c'est... La seule ambition vraiment de réussite que j'ai, c'est dans l'écriture un peu littéraire. D'accord. Ça me plairait vraiment. Oui, tu as ce projet d'avoir une œuvre en fait, de créer un corpus de textes qui sont pas dont certains que j'ai en tête qui sont absolus, qui seront peut-être lus par 100 personnes peut-être. Mais le fait de les créer,
je veux faire une élégie du village de mon enfance, par exemple. Oui. Mais personne, ça m'intéressait, mais personne. Mais je serais content d'avoir écrit. Il faut faire ce qu'on a envie, et c'est là, en général, où on est le meilleur. Il ne faut pas oublier que les livres de Camus, parfois, c'est dur à dire, mais ils sont très peu lus, mais ils ont de l'influence. Sa pensée a de l'influence. C'est ça. On doit être lu par les gens qui comptent. Exactement, c'est ça. C'est ça. L'idée, c'est de toucher cette cible-là, de toucher les têtes de réseau, en fait. Toucher, de pouvoir avoir une petite influence sur des gens qui sont des penseurs ou des influents, et qu'on va pouvoir modestement, mais assurément... les faire dévier. Dévier ou dire, tiens, ah oui, c'est pas mal, quoi. Et ça, c'est ce que j'aimerais arriver à faire via l'écriture autre que les essais, par exemple. Ouais. C'est là où je m'éclate le plus. La micro-nouvelle, je vais m'investir à fond là-dedans. On voit que ça te tient à cœur. C'est vrai que c'est... Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui s'interdisaient d'écrire parce qu'ils se disent, voilà, je n'arriverai jamais à écrire un roman. Alors que là, tu ouvres un peu un champ. Pour découvrir des pépites, quoi. Des gens qui s'ignorent et qui disent, putain, en fait, en écrivant ça, je me rends compte que j'adore ça, et en plus, je me débrouille pas trop mal. Il y a des gens qui vont se le dire, ça, en écrivant, en tentant. Parce que 1000 signes, tout le monde, là, ceux qui nous écoutent, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde. Essayer, effectivement. Tout le monde, 1000 signes, même 600, c'est moins de 1000 signes, c'est entre 600 et 1000. Et j'aurais la prétention de penser que, comme l'époque est au bref, des gens qui seraient incapables et qui seraient mauvais dans le roman pourraient être bons sur des formats courts, en disant des vérités brutes, comme ça. C'est ça. Oui, parce qu'il peut y avoir plusieurs styles. Oui. Et du moment on respecte le rythme, ça peut être, de toute façon, on peut être aussi très très efficace en employant des mots simples, avec un vocabulaire qui n'est pas forcément très riche, mais qui sont les mots justes, passés au bon endroit, et mélanger ces mots pour créer quelque chose une vraie plus-value. La vraie plus-value, là, c'est souvent les oxymores, ou là, les mélanges de mots, ou des mélanges inattendus, qui donnent une charge émotionnelle, justement. Mais il faut qu'il y ait l'émotion. Il ne faut pas qu'il y ait juste très bien. Il faut quand même qu'il y ait une charge émotionnelle derrière. Qu'on ressente quelque chose, effectivement. Mais je pense que... Je pense qu'il y aura beaucoup de candidats, ça va être compliqué de choisir. J'aimerais bien que ça soit une réussite, parce que derrière, il y a la valorisation de ceux qui auront réussi. Il y aura aussi un prix du public. Dans toutes les nouvelles qui vont être des micro-nouvelles qui vont être publiées sur le site de la Nouvelle Librairie, c'est aussi pour apporter un flux supplémentaire à la Nouvelle Librairie sur leur site, évidemment. Ouais, c'est une synergie. C'est ça, c'est l'idée. Et le pays pourra aussi partager sur le réseau les micro-nouvelles qui leur plaisent, mettre des votes, des petits systèmes de pouces, de machin. Et à la fin, les meilleurs seront aussi publiés dans le recueil de micro-nouvelles qui sera donc vendu, diffusé, et puis les gens qui ont été détectés, on les invitera peut-être à aller au-delà de ça, et le vainqueur sera membre du jury de l'année suivante. Ah, cool. Parce qu'on essaie de le faire de manière un peu pérenne, ce truc, quoi. Ouais, c'est pas mal. Du one shot. Puis pas mal de gens sont motivés par le fait que c'est des amis idéologiques qui proposent ce thème, donc peut-être certains n'osent pas tenter les concours parce que de toute façon c'est pas mes idées, je veux pas gagner. Ce qui parfois d'ailleurs est con, parce que t'as gagné un concours alors que tu penses que tu penses, parce que quand vous faites un concours de nouvelles ou un concours littéraire, le sujet peut être non politique, et donc vous pouvez apporter faire du beau, tout simplement. C'est ça. Il y a plein de micro-nouvelles que j'ai écrites qui sont juste, qui parlent à tout le monde, quel que ce soit. Là sur l'Alzheimer, le mec avec sa mère Alzheimer, et voilà, ça devrait pouvoir toucher. Alors j'étais très mal lu parce que je suis nul en lecteur. Oui, que ça peut toucher, en fait, que effectivement ça va venir de notre bord idéologique, mais contrairement aux gauchos, on va pas être forcément sur du non mais vous êtes au gaucho. Non, on va être ouvert. Du moment que ça parle et que ça transcende quelque chose, qu'il y a un peu de transcendance dans le texte, où ça va parler. On peut être de gauche aussi, être conservateur. On peut être de gauche et aimer l'enracinement, le patrimoine. C'est vrai. D'ailleurs, la gauche historiquement n'était pas forcément pour l'immigration, était même contre, était opposée à l'immigration. Donc on peut aussi avoir des gens foncièrement à gauche qui sont contre l'immigration. On a eu Régis de Castelnau que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais il a une idée très particulière sur la question qui nous rejoint. Donc on peut être pas forcément idéologiquement de notre bord et avoir un message qui va nous parler, qui va aller dans le sens de ce qu'on veut faire passer comme message. Donc c'est ouvert à tous, vraiment, et l'idée c'est de découvrir des pépites, donner aussi envie aux gens d'écrire, aux gens de faire peut-être un blog après derrière, et de s'investir dans la micro-nouvelle qui, je le souhaite, sera marqué, influencé, c'est notre outil, quoi. Certainement, Écoute Grégory, c'était un super entretien, je te remercie encore. Merci à toi, c'était super, c'est très intéressant, très diversifié. Oui, on a plein de sujets, puis en plus on a en commun cet amour de la littérature et de l'art. Et finalement, il n'y en a pas assez, je trouve, des créateurs de contenu qui
qui aime le beau, qui aime l'artistique. Ouais. C'est vrai que alors que c'est le sens de la vie, quoi. Le beau, le bon, le goût. D'ailleurs, j'ai pas bu assez. C'est ce qui reste. Qui traverse l'histoire. Comment on te rejoint? C'est quoi le support qui est le plus intéressant pour toi? Telegram, mail, Twitter? Alors Twitter, je vais le garder en tant que vitrine parce que je l'ai eu depuis. Ça fait 6 ans que je suis dessus. C'est grâce à Twitter. Parfois, d'un certain côté, je suis un pur produit de Twitter. C'est ce qui m'a donné envie. D'ailleurs, j'ai écrit un texte dans lequel je remercie Twitter pour avoir me donné l'occasion de pouvoir m'exprimer, de me faire un peu plus connaître. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu de la merde quand même. Donc, il y a beaucoup de choses. Avant, j'avais quand même beaucoup de contenu qui passait dans mon fil. Maintenant, c'est des trucs. On perd son temps. Et d'une part, et d'autre part, il y a vraiment de la censure. Vraiment, de la censure très claire. Sur Twitter, on en a beaucoup. Toi-même, tu t'es fait bloquer plein de fois. Bloqué pour 3 fois de suite, verrouillé, donc passe mon compte, n'a pas encore sauté. Et donc, puisque je tiens à conserver tout ce travail que j'ai, c'est un travail de fou quand même pour avoir autant des followers comme ça. Bien sûr. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais avoir une stratégie qui est un peu une stratégie molle, mais qui me permet de garder mon compte en tant que moyen de communication de mes diverses activités, passage dans les médias, etc. Mais j'ai dit, ma formule, c'était de dire Twitter a été ma pépinière d'idées, elle deviendra ma chargée de communication. Je comprends. Ouais. C'est un peu l'idée. Ouais, maintenant tu vas faire des analyses et te dire ce que tu penses ailleurs. Je vais me concentrer, je vais plus être sur le format Twitter, c'est-à-dire la petite punchline très courte, mais vraiment je les mettrai. C'est ce que j'ai fait avec mon dernier article dans Valeurs sur l'analyse du clash Papacito-Mélenchon, qui d'ailleurs a plutôt bien marché, là j'ai vu là. Et je les mets dedans, quoi. Mes punchlines Twitter, je les inclus dedans, quoi. Et globalement, je vais continuer à le faire, mais sur Telegram. C'est vraiment sur le Telegram, le média que tu investis d'ailleurs il y a très longtemps, tu étais l'un des premiers à le faire. Et puis, je vais m'investir là-dessus parce que je trouve que c'est un format, on verra sur la longue si ça continue à être aussi facile de communiquer, mais je pense que oui. Et c'est là que les gens peuvent vraiment me retrouver, où là, je poste quotidiennement, je discute avec les gens. Je fais aussi assez régulièrement des salons vocaux. Oui. Ça marche bien, ça. J'aime bien. Voilà. T'en fais aussi tous les jeudis, Mais j'invite les gens que j'ai invités, c'est tout frais, on est ensemble en live sur YouTube. Et derrière, ceux qui acceptent de le faire ou qui ont le temps de le faire, on discute avec les gens, ça leur plaît bien. Telegram, et sinon, ma chaîne YouTube, quoi. Très bien. Après, dans Valeurs Actuelles, tous les dimanches, j'ai une chronique, ou tous les dimanches, normalement, c'est le dimanche. Et ceux qui veulent connaître vraiment ce que j'écris, il y a ma nouvelle Le Châtelain et... bien sûr, on mettra un lien de commande vers tes livres, y compris le livre en téléchargement offert. C'est ça, qui est offert, donc du coup tout le monde peut télécharger. Et je ferai gagner régulièrement des bouquins que je vais faire imprimer pour le coup. Donc c'est toujours agréable d'avoir le format papier. Pour ceux qui le souhaitent, peut-être que j'en vendrai quelques-uns, mais à prix coûtant, quoi. C'est-à-dire prix coûtant plus le frais de port pour pas que ça me coûte non plus. Bien sûr, il ne faut pas que tu perdes de l'argent. Non plus, je vais bien en donner, mais pas non plus perdre de l'argent. Et voilà, ceux que ça intéresse, ils pourront contacter via Telegram, c'est le plus simple en fait. Ok. Bon, c'est ce que je mettrai en premier alors. Grégory, merci pour ta sympathie. Merci à toi. Ton énergie et ta positivité, ça fait du bien. L'énergie là, avec les journées que j'ai passées, c'était pas trop tard. Mais... ça allait encore. Ça va. Franchement. Okay. À très bientôt les amis. Vive la France, vive l'Europe. Salut.